tous les investissements venture, que ce soit en equity ou en token, le but à un moment c'est de dumper sur le grand public. Moi pendant longtemps, Bitcoin ça m'a pas passionné. Je suis vraiment arrivé à cause d'Ethereum. Bitcoin ça me passionnait pas parce que c'est le même business model que l'or. Et pour moi, le business model de l'or, l'or, c'est un Ponzi, enfin, c'est un scam. Bon, c'est un scam qui a 5000 ans, mais c'est un scam quand même. Il n'y a pas de valeur intrinsèque dans l'or. D'un côté, une protection pour que tu te fasses pas complètement dumper dessus par les fondateurs un jour qui juste vendent tout et fassent tomber le prix à zéro. Il y a une question aujourd'hui qui est il y a beaucoup de gens qui comprennent pas nécessairement les ventes. Un token loqué sur 3 ans et un token liquide n'ont pas la même valeur. Voilà, exactement. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Luc Jodet. Hello Luc. Hello, ravi d'être là. Bah écoute, merci d'avoir accepté cette invitation, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, on va parler notamment investissement et surtout VC. J'avais déjà pu recevoir Yvan de la BPI sur ce sujet-là, mais avec un autre angle, puisque en fait la BPI c'est quand même un organisme qui est assez lié à l'État et à la France globalement. Je pense que d'une certaine manière, avoir tes éclairages et tes réflexions sur ces sujets-là et aussi avec d'autres questions, avec justement l'angle Xange, je pense que ça peut être vraiment assez intéressant. Donc très content de te recevoir. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si c'est pas déjà fait. Et on va tout de suite pouvoir commencer. Avant de commencer cette interview, j'ai l'habitude de demander directement aux personnes qui interviennent sur ma chaîne, les personnes qu'ils aimeraient voir tout simplement aussi sur la chaîne. Ou est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des personnes que tu suis, qui t'intéressent, je sais pas, que tu suis au quotidien, que tu trouves intelligent ou que tu t'aimerais voir par exemple en interview en format vidéo? Bien sûr, je vais dire que je vais recommander, enfin, avant d'être VC, j'étais entrepreneur et je vais recommander peut-être un de mes cofondateurs, que ce soit Alex, mon cofondateur CTO, que ce soit Frédéric Montagnon ou Pierre-Nicolas Urset, c'est des gens très bien chez Ariani qui mériteraient d'être sur ton podcast. Je crois que j'en ai rencontré certains, donc écoute, je pense que dans tous les cas, si on doit faire une interview, ce sera possible. Et de ce que j'avais pu discuter avec ces gens-là, notamment Frédéric de mémoire, quelqu'un de très malin, très, très expérimenté, donc je pense qu'il y aura évidemment pas mal de matière à discuter à l'occasion. Pour rentrer rapidement et tout simplement dans le vif du sujet, qui es-tu? Voilà, qui es-tu? Que fais-tu? Quelles sont tes passions dans la vie? Voilà. Alors, sur le côté professionnel, on va dire, aujourd'hui, je suis partenaire chez Xange. Donc, Xange est un fonds d'investissement généraliste qui a été commencé il y a environ 20 ans. Donc, c'est une institution qui existe depuis un bout de temps. Xange, on gère environ 600 millions d'euros d'actifs. Donc j'ai dit un fonds généraliste, mais qui a une petite expérience dans la crypto parce que on a été le premier fonds en 2014 à investir dans une petite boîte à l'époque qui s'appelait Ledger. On a fait le seed, qui était un tout petit tour, et en sachant pas nécessairement Cyril Bertrand, le managing partner qui a fait cet investissement et qui est la personne qui m'a ramené chez Xange, quand il a fait cet investissement, te dira le premier que c'est pas nécessairement exactement, il était pas vraiment sûr de ce qu'il faisait, que c'était plutôt un play Risqué? au-delà de risqué, parce que ce qu'on fait, c'était un play deep tech, donc c'est plus le côté carte à puce, sécurisation, cybersécurité. Et puis c'est appliqué à la crypto, mais bon, si la crypto ça marchait pas, vous pouvez toujours le réappliquer à autre chose. Au final, la crypto ça a bien marché, et donc ça fait 10 ans qu'il est au board de Ledger, et donc il a appris aussi voilà, comme ça. Nous, on s'est rencontrés avec Cyril parce qu'il a il a participé à l'ICO en 2018 d'Ariani, qui était la boîte donc que j'ai cofondée fin 2017 avec les personnes dont je t'ai parlé juste avant, Frédéric, Alex, Pierre-Nicolas, Julien et quelques autres. Donc moi, avant de rejoindre Xange il y a 12 mois pour lancer un fonds dédié à la crypto chez Xange. C'est la première fois vraiment qu'Xange a un fonds qui est complètement dédié. J'étais entrepreneur pendant 10 ans. Ariani, peut-être que vous connaissez, une boîte qui fait du NFT pour les marques de luxe depuis fin 2017. Quand on a commencé ça, c'était un peu ça paraissait un peu barré, mais nous on avait vu CryptoKitties à l'époque, qui était un peu un phénomène. Alors, dans le petit monde de la crypto, c'était pas encore trop sorti, mais qui nous semblait vachement intéressant. Et on se disait que ça pouvait s'appliquer que ça avait vraiment du potentiel pour s'appliquer à un plus grand public.
Moi, j'étais en Suisse à l'époque. On était à New York. Le reste de l'équipe était plutôt à Paris. On était assez proche de tous les milieux du luxe. Pas nécessairement par choix, mais plutôt parce que c'est une industrie qui est très très forte. J'ai pas nécessairement d'affinité énorme avec le luxe, mais c'est sûr que quand t'es en Suisse, bon bah la montre de luxe, tu apprends assez rapidement quoi. Tu peux pas trop Quand t'es à New l'éviter. York, voilà, tu peux trop l'éviter. Quand t'es à New York, c'est pareil. Tout ce qui est la mode et le luxe, c'est une industrie quand même assez importante. Et surtout quand t'es un Français là-bas, parce que quand t'es en France, bon, la première industrie, ça reste quand même malgré tout ce qu'on veut, hein, les plus grosses capitalisations, c'est LVMH, Kering, Hermès. C'est quelque chose qui est d'une très grosse importance. Et donc, nous, on voyait vraiment un parallèle entre enfin, on trouvait qu'il y avait un parallèle entre les deux. Et on va dire que les débuts ont été un peu compliqués, mais à partir de fin 2020, début 2021, c'est là où vraiment il y a eu une explosion. Parce que le phénomène NFT a été lancé et on a vraiment eu à ce moment-là des gens qui venaient des marques de luxe qui venaient nous chercher, quoi. C'était pas nous qui essayions de revendre quelque chose, c'était vraiment eux qui disaient ah il nous faut absolument. Donc voilà un peu mon expérience et qui je suis sur les 7 dernières années. Ok, et du coup, aujourd'hui, tu me parles de Xange, tu me parles de Ariani. Est-ce que t'es toujours chez Ariani ou plus du tout? Est-ce que tu jongles entre les deux ou est-ce que t'es totalement dédié à Xange? Comment ça se passe au quotidien? Alors moi je suis toujours actionnaire d'Ariani, mais je suis plus dans l'opérationnel depuis l'été dernier et je suis à 100% dédié à Xange. Ok. Et Et toujours à quel, actionnaire. et à quel moment vous vous dites, ok, genre chez Xange, enfin, je suppose que c'est pas venu de toi, je suppose qu'ils sont venus te démarcher justement pour faire un fonds Web3, mais comment eux ils sont posés cette réflexion, cette problématique de on doit investir dans le Web3, quelle était un petit peu la vision et surtout qu'au final il y a pas mal de gros fonds qui ont vu leur branche se créer genre bien auparavant. Qu'est-ce qui explique par exemple ce timing qui est en plus un petit peu compliqué parce que ça s'est fait en bear market de ce que je comprends. Bien sûr. Alors, comme je disais, Xange a comme une longue histoire avec la crypto, avec la blockchain en général, parce que dans Ledger depuis 2014, après on a fait des invests dans CoinHouse, dans Request Finance, dans Dogami, on a fait Morpho aussi récemment, on a fait Carbonable. Donc il y a quand même une vraie volonté de faire des investissements dans ce secteur, mais jamais de stratégie dédiée. Donc comme je disais, moi je connaissais de Cyril qui avait mis dans la liste d'Ariani un peu comme ça pour découvrir pour avoir un peu Pour se faire la main. pour se faire la main tous les 3 à 6 mois on se voyait pour faire le point un peu que je donnais des updates sur comment Ariani avançait et moi je lui disais je sais pas mais quand est-ce qu'il y a Xange lance un fonds dédié parce que je voulais qu'il investisse dans Ariani. Au final Ariani on a levé avec Isaïe pour le seed et Tiger Global pour la série A mais Xange quand même avait cette réflexion, tu vois, Cyril avait cette réflexion quand même de vouloir faire quelque chose dans la crypto. Cela étant dit, il y a vraiment une question de momentum après. C'est à quel moment, de timing, à quel moment tu penses que le timing est bon pour lancer un fonds crypto. Et alors, il y a plein de manières de le rationaliser, mais fin 2021, il y avait quand même quelque chose, notamment, enfin, il y a plusieurs choses. On va dire un peu la hype, hein, définitivement. Je pense que tout le monde a été un peu porté par la hype à ce moment-là pour lancer le Ça y truc. contribue. Voilà. Deux, il y avait quand même et on va arriver à la question de BPI parce que tu t'as parlé de BPI et de leur importance dans l'écosystème, mais il y a aussi une volonté politique au niveau, et notamment au niveau de BPI, qui a décidé de mettre 100 millions sur la table pour l'écosystème crypto, dont la moitié en stratégie fonds de fonds. C'est-à-dire qu'il avait dit BPI, je pense qu'Yvan t'a déjà expliqué comment ça marche, mais il y Ouais. a une partie subvention, enfin ou prêt, on va dire, à taux zéro. Il y a une partie investissement direct dans les entreprises, dans les startups, et il y a une grosse partie, hein, c'est quasiment la plus grosse partie de leurs activités, qui est de l'investissement dans les fonds. Donc ils investissent dans des fonds comme Xange, et comme dans le fonds. Et donc ils ont donc, fin 2021, ils ont annoncé le fait qu'ils cherchaient des fonds dans lesquels investir qui feraient de la crypto en France. Et donc, ça a été un des motivateurs aussi. C'était, il y a une opportunité, il y a déjà un bout du financement qui arrivera par BPI. Enfin, donc, on a de grandes chances que BPI mette. C'est pas automatique non plus, hein, ils mettent pas dans tous les fonds. Mais il y avait quand même cette volonté de pousser l'écosystème. Et c'est vrai que BPI a été un peu un impulseur
pour que X anges disent bon allez maintenant on y va. Et on n'a pas été les seuls. Hein. KT est parti à peu près en même temps que nous et on fait un travail un peu en parallèle depuis. Et enfin, toi, de base, t'étais pas du tout un VC. Et j'ai l'impression que souvent il y a, enfin, je suppose qu'il y a des gens, ça a été directement leur métier, mais j'ai l'impression que souvent les gens qui travaillent chez les VC, c'est des gens qui ont fait des choses assez différentes ou qui étaient entrepreneurs, etc. Comment ça s'est passé un petit peu ton adaptation au monde des VC, parce que du coup tu l'as côtoyé avec tes sociétés, notamment Ariani où vous avez dû lever de l'argent, comme tu l'expliquais, Cyril qui avait mis un billet à ce moment-là. Comment toi t'apprends ce travail de VC et en quoi, enfin, quels étaient tes plus gros apprentissages, qu'est-ce qu'on t'a appris, quelles sont un petit peu les grandes lignes pour quelqu'un qui n'est pas forcément à fond les ballons dans le VC initialement. Ouais. Alors la première chose, c'est que moi, après 10 ans d'entrepreneur, ayant fait beaucoup de tours de financement, toujours de l'autre côté de la table, définitivement, j'avais une certaine animosité envers les VC. Parce que, il y a quand même Pourquoi? parce qu'il y a beaucoup plus de VC qui m'ont dit non que de VC qui m'ont dit oui. Mais bon, ça fait partie du jeu. Bon, tu te blindes au bout d'un moment, mais bon, c'est jamais sympa de recevoir un non. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de l'autre côté de la table, Ça devait être aussi je sais difficile. je sais très bien que c'est pas sympa, enfin que j'aime pas qu'on me dise non, et j'essaie d'expliquer vraiment au maximum un peu comment ça fonctionne le venture, parce que il y a quand même une vraie réflexion à comprendre sur dans quoi, enfin qu'est-ce qu'un fonds comme moi cherche. Et ça, c'est une vraie réflexion qui peut être un peu compliquée pour pas mal d'entrepreneurs. Et c'est d'ailleurs une des choses qu'on cherche comme investisseur, c'est les entrepreneurs qui savent lever des fonds et qui comprennent ce qu'il faut, enfin, quels sont les milestones, quelles sont les choses sur lesquelles il faut travailler pour lever des fonds. Et je l'explique souvent à des entrepreneurs qui comprennent pas ma décision quand je dis non, je peux pas investir en toi parce que je vois pas comment dans 2 ans tu as les milestones pour investir, pour faire une série A. Tu vois, le site notamment où la série A, ça commence à être un peu cadré sur il faut un certain nombre de chiffres, un certain nombre de faut que tu Serie A, montres que t'as tu as déjà déjà un en tout cas, track record, quoi. voilà, t'as T'as déjà un déjà un track record. historique. Ouais. Et notamment une traction, quoi. Alors que sur le site, t'es encore sur, on, on voit qu'il se passe quelque chose, que tu as un produit. Alors, déjà expliquer aux Un gens la MVP. différence. Voilà. Ouais. Alors, déjà expliquer la différence entre un pré-seed et un seed. Il y a quand même pas mal de gens qui arrivent justement avec un MVP on va lancer dans 6 mois, mais il me faudrait de l'argent pour faire le marketing. Je fais bon, ça. C'est pas ce que je fais. Le seed, c'est vraiment tu lances un produit. Enfin, t'as déjà investi pour faire un produit. Enfin, t'as déjà mis ta personne pour faire un produit. Tu l'as déjà lancé et tu as un petit peu de traction. T'as pas nécessairement vraiment un business model encore, t'as des gens qui l'utilisent, et il se passe un truc, quoi. Et ça, ce moment où nous on investit en seed, c'est un moment où on se dit, je pense que cette équipe, enfin, avec ce que je vois là, il y a le début de quelque chose et il y a une équipe derrière et il y a un momentum dans le marché qui fait que dans 2 ans, il va réussir. Alors, je peux donner des chiffres un peu approximatifs, mais ce que tu cherches, c'est grosso modo que dans 2 ans, tu es à peu près 1 million de dollars de revenus un million d'euros de revenus par an. Et si j'ai pas le sentiment que tu vas réussir à faire ça sur les 2 ans qui arrivent, ce qui est pas facile, hein, c'est-à-dire que je dis pas que tu vas le faire absolument, mais il faut que j'ai quand même une forte conviction que tu vas réussir à le faire, parce que si je pense que tu peux pas le faire, c'est même pas un problème de moi pas croire au produit, pas croire à l'équipe ou je sais pas, c'est moi c'est ce dont j'ai besoin pour que le momentum continue en fait parce que Et au bout d'un passer à moment l'étape d'après, etc., ouais, quoi. passer l'étape d'après. Et moi, en tant qu'investisseur early stage, seed, série A, je suivrai probablement sur la série A, mais la série B, il faut aller chercher quelqu'un d'autre. Et donc, moi, je vais pas être là pour Tu peux pas à les la IPO. financer éternellement, quoi. C'est. Non, mais j'aimerais bien les financer éternellement, mais c'est que on est chacun, enfin, tous les fonds il y a aussi un cycle de vie de l'investissement, et les fonds sont sur un moment du cycle de vie. Et nous, sur l'early stage, c'est-à-dire seed, série A, et ben après tu dois accompagner l'entrepreneur pour qu'il aille chercher un autre fonds qui sera pas nous qui est un fonds de growth. Et ça, c'est ceux qui ont la série B, série C, et ces gens-là, c'est autant nous sur la série A, on commence à être un peu chiffre quoi, et un peu embêtant sur les stats et les KPIs. Autant quand tu arrives sur une série B, c'est pur KPIs quoi. C'est des financiers pur financiers en fait.
Ce que tu veux dire aussi, c'est que Xange, par exemple, est plutôt concentré sur le seed et un peu la série A, les séries A, les séries B concernent quand même des fonds qui sont genre ultra massifs et qui sont capables de poser plus sur la table, ou je comprends. Voilà, non, mais si, non, tu comprends bien. Chaque fonds d'investissement a une place, si tu veux, dans l'écosystème. Et c'est pas juste alors, il y a une question de combien d'argent tu arrives à lever, mais c'est pas juste une question de combien d'argent tu arrives à lever. C'est aussi juste une question de taille et de manière d'investir, si tu veux. Quand tu fais des tickets comme nous entre 500K et 10 millions, grosso modo, tu vas en faire une certaine, enfin, tu vas en faire une certaine quantité et tu vas aussi savoir, tu vas disperser un petit peu plus et tu vas aussi accepter un taux de perte d'environ 30%. C'est-à-dire, tu veux dire à peu près 30% de mes investissements, ce sera pomme complète, Poubelle. c'est Ouais. poubelle. C'est des boîtes Enfin, poubelle, ce que je veux dire, qui vont pas réussir, voilà. c'est qu'elles feront faillite ou elles n'arriveront pas à survivre d'une certaine manière, ce qui Exactement. peut arriver. C'est ça. C'est-à-dire que ce sera une perte totale pour nous. C'est une boîte qui déposera le bilan à un Quand moment, je dis quoi. poubelle, c'est votre Ah oui, argent qui est perdu, c'est pas... c'est ça. Quand tu arrives sur des fonds de growth série B, C, c'est des fonds qui s'attendent pas à avoir zéro paume, mais pas loin, quoi. C'est-à-dire que ils considèrent qu'ils vont investir dans des boîtes enfin, quand tu investis en série B, tu t'attends à ce que la boîte elle fasse quelque chose et qu'elle, en général, elle fasse pas, enfin, Elle restera là dans tous les cas. voilà, alors peut-être que tu feras pas d'argent, peut-être que tu vendras à perte, mais tu arriveras toujours à en faire quelque chose. Peut-être vraiment pas à ce qui est vraiment des dépôts de bilan, quoi, si tu Et veux. c'est plus liquide aussi, c'est ça que tu veux dire. Alors c'est pas encore liquide, c'est toujours, mais c'est plus, le taux de risque d'échec total, c'est vraiment que de dépôt de bilan, il est beaucoup moindre sur la série B que sur la série A. Et il est déjà moindre sur la série A que sur le seed. C'est-à-dire, à chaque fois que tu passes du pré-seed au seed à la série A à la série B, à chaque fois, les investissements, ils sont de moins en moins risqués. Ce qui veut aussi dire que tu Mais il vas faire des rapporte de moins multiples, en moins. Ouais. et tu vas faire des multiples aussi plus faibles. Voilà, exactement. Et donc, tu vas aller chercher des investisseurs qui parfois d'ailleurs sont les mêmes investisseurs qui mettent dans mon fonds, dans un fonds qui fait de la série B, et qui mettent des tickets plus gros parce que le niveau de risque est différent aussi. Donc, ils disent, je vais faire des petits tickets chez moi, je vais faire un ticket de 10 millions chez moi, mais il va mettre un ticket de 50 millions un gros LP, alors LP, c'est des gens qui investissent dans des fonds, il va mettre Limited un ticket, Partners. Ouais. voilà, Limited Partners, il va mettre un ticket, je sais pas, de 5 ou 10 millions chez moi, C'est ceux mais qui il va mettre un financent les ticket de VC. 50 millions. Désolé de te couper, parce C'est que ça. je pense que peut-être des gens peuvent pas forcément avoir toutes les notions, mais globalement, tu as les LPs qui sont ceux qui financent les VC, et ensuite les Ouais, VC sont ceux qui respectent une sorte de politique et de règles du jeu que les LPs leur ont donné pour bien sûr. investir dans un certain cadre. C'est ça, exactement. Et donc CLP, ils peuvent être les mêmes dans un fonds comme le mien ou dans un fonds de growth. C'est juste que c'est des niveaux de risque pour eux d'investissement qui est différencié. Donc voilà, c'est pas juste demain faire un fonds qui fait du seed comme moi, tu vois, mais qui aurait 10 fois plus d'argent que moi, ça devient très compliqué à mettre en place. Parce que enfin, c'est un management qui est beaucoup plus proche des boîtes, qui est beaucoup plus de boîtes à gérer et surtout aller chercher beaucoup plus d'argent auprès de gens, enfin, auprès de gens qui sont prêts à prendre ce niveau de risque. Si je devais faire une comparaison, c'est ceux qui investissent par exemple sur les séries B ou les séries C, c'est peut-être ceux par exemple qui investissent par exemple sur Bitcoin où c'est déjà quelque chose de très établi, très adopté et sur lequel on pense probablement qu'on fera de l'argent et qu'il y a peu de chances que ça finisse à zéro, mais le retour sur investissement est plus faible. Mais vous, vous êtes plus en mode en train de dénicher les prochaines Ouais, pépites, ceux qui sont c'est en ça. devenir et qui ont une plus grosse marge de progression. C'est ça. Il y a moins de chances que ça arrive, mais quand ça arrive, ça paye, C'est ça. dans un certain Bah, sens. c'est la différence entre investir dans Bitcoin, investir dans une L1 qui a bon des chances de fonctionner ou pas, ou investir dans des shitcoins ou dans des altcoins voilà, dont on sait qu'une grande partie va définitivement pas fonctionner mais Ethereum a été un altcoin pendant un moment, hein. Je me rappelle C'est encore de vrai. l'époque où on appelait Ethereum un altcoin. Et pour revenir un petit peu sur Xange et vos politiques, quelles sont globalement vos thèses principales? Est-ce que toi, quand on te dit, ok, tu vas gérer le fonds Web3 globalement de Xange, le fonds crypto, on te dit,
t'as ces contraintes ou est-ce que t'as carte blanche? Comment voilà, s'articule un petit peu le travail de VC crypto chez un fonds comme Xange? Alors, quand tu lèves ton fonds bon, enfin, auprès des LP, comme on a parlé plus tôt, tu établis une thèse d'investissement. C'est-à-dire que enfin, t'expliques un peu comme ta vision, ce dans quoi tu vas investir, et c'est vraiment ce que tu vas aller présenter au LP. C'est marrant parce Et que d'habitude les VC on vient leur pitcher quelque chose et là c'est les VC qui pitchent quelque chose à quelqu'un. Et, voilà, en fait, la réalité des VC, c'est qu'eux, ils sont eux aussi, ils ont des gens qui investissent chez eux et qui doivent aller pitcher. Et définitivement, tu as les startups te pitchent, mais toi, tu pitches à tes investisseurs. Et tu sais quoi, il y a beaucoup de fonds aussi institutionnels qui, pareil, qui sont des fonds de fonds qui, eux, et qui investissent chez moi, mais qui ont aussi il y a des gens qui vont, et ils ont une stratégie d'investissement Ça n'en aussi. finit jamais en fait. Qui est tout en haut? Alors, on peut paraître qu'il y a tout en haut. Il y en a qui vont direct dans des fonds, d'autres qui préfèrent faire du fonds de fonds, mais c'est toujours une question de pooling d'argent et de distribution du risque, si tu veux. Quand tu investis dans une startup, bah, tu prends un risque que sur cette startup. Quand tu investis dans un fonds comme de venture comme moi, qui va investir dans environ 20 à 25 entreprises, bon bah t'as partagé ton risque dans 20 à 25 entreprises. À l'année, tu veux dire, ou Non, non, overall? non, 20 à 25 pour ce fonds-là, ouais, Ok. le fonds qu'on fait. Donc la période d'investissement, c'est 4 à 5 ans, grosso modo, sur les 4-5 premières années du fonds, on va investir dans 5-6 boîtes par an. Ok. 5 à 7 boîtes par an. C'est peu en soi, non? Alors c'est peu et en même temps c'est beaucoup parce que quand tu fais vraiment un travail de fond pour trouver les boîtes, et ben ça demande beaucoup de... Mais définitivement il y a différentes stratégies. Après nous on a une stratégie qui est plutôt lead, c'est-à-dire qu'on veut être le ticket, enfin, le plus gros ticket, celui qui fait le tour. C'est une notion dont on pourra parler un petit peu plus tard, mais donc on concentre un peu plus nos investissements. On a une forte conviction. On va sur des investissements sur lesquels on a une forte conviction. Et il y a des fonds qui sont beaucoup plus, enfin, qui se prêtent beaucoup plus large, qui investissent genre des petits tickets. Et là, ils font moins le travail qu'on fait, dont on pourra parler de différence entre lead et follow. Je vais bien en parler juste après. Mais juste pour terminer mon point précédent, Sur les c'est thèses. Ouais. voilà sur les thèses d'investissement et puis sur le spread du risque. T'investis dans une startup, tu as 100% de ton risque sur cette startup. T'investis dans un fonds comme le mien, tu as un risque sur 25 startups parce que je vais investir à peu près 25 startups. Et t'as quelqu'un pour T'investis, gérer ses invests aussi. voilà, et t'investis sur un fonds de fonds qui va investir dans 10 fonds comme moi. Et ben 10 fonds de 25 startups, c'est-à-dire que tu as spreadé ton risque sur 250 startups. Donc il y a un intérêt aussi à investir dans un fonds de fonds ou à dire moi là je crois plus à ce mec-là en particulier ou cette startup. Donc il y a aussi une logique à mettre un petit peu dans chacun de ces fonds, même sur une classe d'actifs comme le venture. Voilà. Et là, donc la thèse d'investissement, c'est ce que tu vas présenter. Et la thèse d'investissement, bah alors nous c'est vrai qu'on a une thèse qui est pas généraliste, qui est vraiment fixée sur une industrie, sur une technologie qui est la blockchain. Mais après, on a quand même un discours, on a quand même une vision. C'est où est-ce que tu penses que la blockchain va? Donc, tu as des fonds, par exemple, qui disent, nous, on investit que dans du zero knowledge proof, voilà, Ou des L2, ou des L2. Voilà, tu as des choses super précises comme ça. Nous, on est on est quand même un petit peu généraliste. On est surtout sur, enfin, notre thèse, c'est que en ce moment, le gros truc de la blockchain, et pourquoi c'est fascinant, c'est que on a enfin un rapprochement entre le monde de la crypto qui était un peu en vase clos, quoi. C'est un peu des gens qui traitent des coins entre eux, entre eux. voilà, et qui font du trading, et le monde réel. Et il y a un gros choc où on commence à avoir des applications. Alors Ariane était un peu précurseur, un peu en avance sur son temps quand on a fait ça avec les marques de luxe, mais ça arrive de plus en plus. On voit de plus en plus de corporate et de gens de la vie réelle faire des implémentations. Alors finance, il y en a quand même, hein, il y en a beaucoup même. Et on ne voit pas nécessairement tout le temps, mais le monde de la banque et de la finance, et d'ailleurs beaucoup de mes LP sont des banques, est en train d'être vraiment révolutionné au niveau notamment de tout ce qui est back office, enfin de tout ce qui est core banking. Et il y a Ça vraiment leur une vraie parle. révolution. Alors ça leur parle et puis surtout ils le voient arriver en fait. C'est en train d'arriver, c'est en train de mis en place. Donc ils sentent que ça, enfin ils voient que ça arrive et c'est en train d'être mis en place.
De l'autre côté, tout ce qui est aussi plutôt consumer, enfin ce qui va vraiment toucher tout à chacun de nous dans notre consommation au jour le jour, c'est-à-dire, alors ça a été exemplifié par le NFT, mais il n'y a pas que le NFT, il y a plein de solutions sur l'identité digitale ou autres qui vont être mis, les réseaux sociaux, qui sont en train d'être mises en place et qui sont en train de justement qu'on on va pas nécessairement voir les tokens et autres, mais la couche en dessous sera de la blockchain. Et donc nous, notre thèse, c'est vraiment que ces deux mondes sont en train de rentrer, sont enfin en train de merger. On a enfin le Venn diagramme le diagramme du monde de la crypto et du monde réel est vraiment en train enfin se toucher, ce qui crée plein de difficultés. Là, on parle beaucoup du backlash au niveau réglementaire aux États-Unis ou autres. Mais ce backlash, en fait, il n'est pas juste parce que tout d'un coup, il y a des politiques qui ont décidé de tuer la crypto. C'est parce que tu es enfin en train d'arriver à ce que la crypto soit plus cette espèce de petit truc où il y a que des degen et que donc les régulateurs disent bon bah laissez les degen s'entretuer, c'est pas grave, et puis s'il y a des hacks, c'est pas grave. Mais de plus en plus des applications qui sont destinées au grand public et qui sont adoptées par le grand public. Et donc, quand tu touches au grand public, et ben là, tout d'un coup, la régulation arrive parce qu'il faut protéger le grand public. Et ça a été c'était la même chose avec Internet. C'est-à-dire que je me rappelle très bien de ce qui s'est passé quand Uber est arrivé et que on a commencé à vouloir à faire que Internet rentre dans le monde physique avec plein de risques, plein de difficultés. Je me rappelle les lois ridicules, les gros mouvements qu'il y avait eu contre Uber en France. Bon, bah, au final, au bout d'un moment, ça s'est aplani. Mais ça fait vraiment partie du cœur de ce qu'on pense, c'est l'idée que la crypto rentre dans le monde physique. Un peu la crypto est en train de manger le monde physique, enfin, la blockchain, et que on va avoir des besoins différents. La techno reste toujours importante, mais tout ce qui est régulation, tout ce qui est compliance, tout ce qui est légal va être très important aussi, notamment sur la finance, mais aussi sur tout ce qui est consumer facing, NFT et autres. Et après, le deuxième, c'est l'UX, c'est-à-dire qu'il va falloir créer vraiment des interfaces qui soient vraiment faciles d'utilisation. J'adore MetaMask, ça fait des années que j'utilise, mais je crois qu'ils n'ont jamais de MetaMask. C'est mort. Et pourtant, MetaMask, c'est super, c'est un super outil, mais jamais utilisé MetaMask. Et donc, il va vraiment falloir créer des interfaces qui soient faciles d'utiliser. Ça a une certaine limite d'une certaine manière. C'est ça que tu veux dire, c'est que en soi, je pense que MetaMask, ça peut être utilisé par des 20, 30, 40 et des gens qui ont déjà une certaine appétence pour la technologie et pour l'informatique, etc. Mais je pense qu'en vrai, de plus en plus, les nouvelles générations, je pense qu'elles auront déjà naturellement ces appétences-là. Mais pour capter les 35, 40, 45, 50, ou même les gens de mon âge qui sont pas du tout dans l'informatique, bonne chance parce que, je sais pas, je vais voir une copine ou un ami à moi qui travaille pas du tout dans l'informatique, bonne chance pour leur faire comprendre ce que c'est MetaMask et comment ça fonctionne, quoi. Donc, Exactement. Et par rapport à justement cette thèse ici, est-ce qu'il y a des exemples d'investissements dont tu peux parler, des choses qui sont publiques d'une certaine manière? Parce que dans le VC, il y a beaucoup de choses qui sont... il y a toujours des conversations en flux tendu où il y a énormément de données qui sont confidentielles. Et puis, je suppose que des fois, lorsque vous avez investi, vous pouvez pas nécessairement en parler directement. Mais dans ce qui est possible, de quelle manière vous investissez, chez qui vous investissez, et peut-être des exemples qui te tiennent à cœur. Bien sûr. Alors les gros sujets pour nous, donc c'est les interfaces, et puis vraiment les applications qui peuvent toucher du grand public. Donc tu vois, l'investissement en endogamy, c'est dire il y a du NFT, mais au final c'est un jeu, et c'est le NFT est là pour vraiment faire du jeu vidéo et du On fait pas du métaverse. NFT pour faire du NFT. C'est ce que Voilà, tu on veux fait pas dire. du NFT juste pour faire du NFT et le trader, c'est plutôt un collectible, c'est un compagnon, c'est le pétaverse. L'investissement qu'on a fait dans Request Network, Request Finance, c'est vraiment l'idée que, et d'ailleurs c'est un outil que moi j'utilisais en tant que CFO d'Ariani, et on a fait l'investissement après, donc c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. C'est là quelque chose qui est plus sur le grand public, mais qui est plutôt sur le côté un peu plus compliance, mais on va dire comment est-ce que tu fais que la blockchain soit compréhensible par ton comptable, quoi. Moi, chez Ariani, j'avais des gens qui me demandaient de faire des facturations on-chain, enfin d'être payés on-chain, et donc je faisais les transferts, enfin les transactions, pas de problème.
puis mon comptable me disait bon, bah, attends, ça c'est parti où? Vas-y, elle est où la preuve comptable? Je fais bah voilà, la blockchain. Je viens l'extrait sur Etherscan et puis Il te dit non, non, nope. mais ça c'est pas une pièce comptable. Et donc ce que me permettait de faire request, c'était de facilement lier un invoice, une pièce comptable à une transaction on-chain. Et donc ça peut paraître un peu enfin c'est pas la première chose auquel tu penses quand je parle du X, mais ça fait partie des choses qui rendent facile l'adoption de la blockchain par une partie de l'écosystème business qui sont ton comptable, quoi. La comptabilité, ça reste cœur dans toutes les activités T'es une économiques. société, t'es obligé d'en avoir une. Donc à partir de Exactement. là. Voilà. Donc ça, c'est des exemples typiques un peu récents qu'on a fait. Après, tu vois, Ledger, alors on n'a pas fait l'investissement pour ça à la base, mais Ledger est en train de faire quand même une grosse évolution sur tout le côté grand public, sécurité avec Ledger Live, le fait que tu vas pouvoir passer par la plateforme Ledger Live pour avoir accès à des applications qui sont sécurisées et vêtées enfin, validées par Ledger. CoinHouse se veut vraiment euh, la banque privée de la crypto, donc vraiment comment faciliter l'accès à la crypto. Et puis on a d'autres investissements qui arrivent qui sont dans la même veine, dont je ne peux pas encore parler. Ok. Ouais. Et je me demandais un petit peu quel est le processus pour faire ces due diligence quand il s'agit d'un projet, parce que je suppose que bah, lorsque un projet vous contacte, qui vous envoie un pitch et que derrière vous parlez avec eux, etc., bah, il y a quand même une partie où bah, toi tu vas vérifier ce qu'ils font, tu vas vérifier qui ils sont, etc. Comment ça se passe? Moi j'avais discuté avec un VC récemment qui me disait que ça, pour eux, c'était, enfin, ils aimaient pas le sous-traiter parce que c'est un truc qu'ils aimaient gérer par eux-mêmes. Est-ce que c'est votre cas? Comment se passe en fait concrètement cette phase de due diligence de votre côté? Alors, due diligence, peut-être qu'il y a une première chose à raconter sur ça, c'est la différence entre un follow et un lead. Donc Ouais. voilà, il y a une différence à comprendre, je pense, sur les investisseurs. C'est il y a des fonds qui sont plutôt follow, c'est-à-dire que et c'est des fonds qui te disent ah j'aime bien ce que tu fais et ça ils te le disent Ils dès le suivent le deuxième. mouvement. Ouais, alors mais enfin, il peut être arrivé en amorce de phase, hein, c'est-à-dire que ils aiment bien ce que tu fais, qu'ils te connaissent, machin, mais c'est pas eux qui vont. Enfin, ils disent j'irai si t'as un lead. Et qu'est-ce que ça veut dire en sous-texte? Alors bon, moi je l'ai vécu avec sur Ariani pour notre seed où on a levé 4 millions, on en avait deux qui étaient déjà mis par des follow, soit des petits, enfin des individus qui mettaient des tickets de 50, 100, 200 000, soit des plus petits fonds dont la stratégie est plutôt de mettre des tickets de 200, 300, 400 000 et d'en mettre un bon nombre, ou juste qu'il n'y a pas la capacité de mettre, enfin, un lead, il doit mettre un tiers, enfin, entre un quart et la moitié du tour pour être lead, quoi. Et donc on avait déjà, tu vois, 2 millions de gens qui nous disaient, enfin 2 millions d'euros de fonds et de personnes qui disaient, bah, si vous avez un lead, on vient, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire en sous-main? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire en sous-texte, quoi? C'est, en fait, je vous adore, les gars. Je trouve que ce que vous faites, c'est trop cool. Je veux quelqu'un qui prenne le risque pour Vous êtes moi et bon, qui vouch. mais je veux quelqu'un qui fasse le travail, en fait. Voilà, quoi. C'est aussi un peu ça. Je veux quelqu'un qui fasse les due deals. Donc, nous, on est justement un fonds de due deal, enfin, un fonds de lead, donc, qui fait le travail de due deal. Et donc, ce Donc il y a des fonds travail, qui font pas du tout de due deal, c'est ça que tu es en train d'expliquer ou? alors, personne te dira il fait pas de due deal, mais il y en a qui en font un peu plus que d'autres, on va dire. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les leads sont pas si faciles que ça à avoir, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous on fait que 20 à 25 investissements en 4-5 ans, c'est-à-dire que je fais que 5 à 7 investissements par an. C'est que faire un deal pour moi, c'est pas mal de taf, enfin c'est beaucoup de taf, hein. Donc les due deals. Il y a, on va dire, il y a les due deals de base, c'est-à-dire vraiment ce que tu fais avant d'avoir une term sheet. C'est un travail qui est bon bah déjà t'assurer que il y a vraiment un marché intéressant derrière ce qu'on te raconte. Aller parler à des experts du domaine, parce que quoi qu'on en dise, on n'est pas toujours enfin, tu vois, très intelligent ici, mais on a souvent une expertise dans le sujet dans lequel on investit.
mais il y a toujours des experts vraiment enfin, on sera jamais assez bon pour comprendre un produit aussi bien qu'un fondateur. C'est-à-dire que le fondateur, il connaît son produit, enfin, il connaît son marché, son produit bien mieux que nous, et c'est pas si compliqué de nous cacher des choses, de nous dire des choses qu'à moitié, et de le dire d'une manière assez proche de la vérité pour que ça nous enfin pour qu'on le Pour comprenne, le parce tourner qu'on a comme vous voulez l'entendre. voilà. Et donc là, une des choses très importantes qu'on fait, c'est aller parler à des gens qui sont soit des compétiteurs, soit des gens qui sont des experts du marché, enfin Avec un de esprit cette industrie, critique. voilà, et qui viennent nous faire des due deals en disant ouais, ce qu'il dit là c'est à peu près vrai, non c'est pas vraiment vrai. On aime beaucoup aller parler à des gens qui nous font des due deals négatives, c'est-à-dire vraiment des compétiteurs, pour deux raisons. C'est-à-dire que un, tu sais qu'un compétiteur en général il va pas te dire, Il va être dur. il va être dur, donc tu fais gaffe à pas te dire, voilà, à pas tout écouter dans le côté dur. Mais une due deal négative, un compétiteur va peut-être te laisser un moment entrevoir un truc ou dire ouais mais sur ça ils sont bons. Et je veux dire quand ton compétiteur dit que ouais, sur ça ils sont bons, c'est-à-dire que les mecs ils sont vraiment bons. C'est le truc vraiment bon de ce qu'ils font, quoi. Voilà, exactement. Donc une idée négative en plus, tu peux avoir l'impression que bon, en fait, tu vas te faire défoncer. Mais en tant que VC, on aime bien aller faire ça parce que ça peut faire ressortir valider des trucs où les mecs sont vraiment bons. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait avant la term sheet. C'est-à-dire, la term sheet, c'est le moment où on dit, ouais, on va vouloir investir. Les Voilà combien on conditions. investira, les conditions. Et maintenant, on a 30 jours pour finaliser le deal. Dans le sens où nous, on a encore la possibilité de se retirer du deal à ce moment-là, mais on est en exclusivité sous condition de due deal. Donc c'est là où tu as vraiment les vrais due deal, on va dire, le fond du truc. Et là, donc il y a un travail que nous on fait, mais en général, il y a quand même un travail aussi où on est accompagné par des cabinets d'avocats qui vont quand même vérifier toute la paperasse légale qui existe, Alors, s'il n'y a pas eu voir de si cochonnerie, niveau voilà, compta, par exemple, des gens pas exactement. payés, mal payés, j'en sais rien, des Voilà, affaires enfin internes, des affaires, des des procès. des choses qu'on n'aurait pas vues. Et on a souvent, mais c'est pas obligatoire, des due deals financières. En général, on le fait nous, mais parfois on fait appel à des externes qui font des due deals financières, c'est-à-dire qui prennent vraiment le, comment ça s'appelle, le business model et qui essaient de le retourner pour vérifier que le business model a vraiment été réfléchi. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent chez Xange, mais parfois on le fait sur des trucs qui sont très pointus. Ok. Donc voilà, mais c'est les deux choses des due deals, c'est-à-dire t'as du deal pré-term sheet, qui sont un travail qu'on fait complètement en interne, et le post-term sheet, où on fait appel quand même à pas mal d'externes, notamment sur le légal, parce que c'est mieux d'avoir des experts légaux et comptables sur le sujet. Et je comprends mieux du coup pourquoi il y en a qui sont en mode follow, ils sont en mode bon bah on va laisser Xange faire tout ce taf là pour nous et nous on arrive. Est-ce que le fait d'être lead ça vous donne quand même un certain avantage? Est-ce que c'est peut-être avoir une certaine position dans le board? Est-ce que c'est investir à des meilleures conditions? Quelles vont être les différences? Parce qu'il faut bien un avantage d'être lead d'une certaine manière. Alors, en général, les conditions de ce qu'on appelle le pacte d'associés, c'est là où on a toutes les conditions d'investissement. En général, elles sont étendues à tous les investisseurs. Donc, on n'a pas nécessairement de conditions d'investissement préférables. Par contre, effectivement, là où tu as un avantage, c'est une place au board, ce qui permet d'avoir une relation plus proche avec l'entrepreneur et de Ton mot à participer dire. aux décisions. Ton mot à dire, voilà. L'autre chose que tu as, et ça c'est plus intangible, c'est que tu es beaucoup plus courtisé aussi et on fait appel à toi beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'un fonds de follow, il va avoir besoin d'être un peu plus proactif qu'un fonds lead. Parce qu'un fonds lead, Parce ça qu'on en se a moins sait, besoin en follow, en soi. parce que on va dire l'argent est un petit peu plus, enfin, il y a plus de fonds follow que de fonds lead. Et donc souvent, ce qui te manque, c'est un fonds lead. Tu vois, moi, je disais sur le site d'Ariani, le lead, ça nous a pris, enfin, on avait déjà 2 millions qui étaient sur la table, quoi, et qui arrivaient que si on avait un lead. Et ça nous a pris plusieurs mois après pour avoir enfin notre lead. D'ailleurs, on a même eu d'abord un premier co-lead qui était BPI, mais qui ne peut être que co-lead. C'est-à-dire qu'il dit ouais, je veux bien être lead, mais il me faut un co-lead. Donc on avait, et à un moment, on avait 3 millions et il nous C'est manquait juste un embêtant lead ça quand même. qui mettait à 1 million. Là.
C'est très embêtant. C'est une difficulté en tant qu'entrepreneur. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé aussi hein, sur ce tour, c'est que on avait donc, je t'ai dit, 2 millions de follow, 1 million de BPI pour collider, et il nous fallait un lead. Et on voulait faire un tour qui faisait 4. Et quand le lead est arrivé, il dit, bah moi je veux mettre 1,5 million. Et on fait ah bah c'est embêtant parce que ça fait qu'on est à 4,5 millions, c'est trop. Et il fait moi je vais mettre 1,5 million. Et donc il a fallu aller rechercher des follow sur les 2 millions et dire bon bah désolé les gars, on peut pas vous prendre parce que il faut qu'on fasse de la place pour le lead. Donc il y a des gens qui avaient mis qui voulaient y aller. Vous avez dû retirer ou diminuer l'allocation d'une certaine Ouais, manière. on a surtout fait des diminutions d'allocation. Ouais. Ok. Donc ça c'est un autre risque en étant follow, c'est que parfois tu vas te faire sortir du deal quoi. Et je voulais savoir en quoi consiste le fait d'être un membre du board pour une entreprise. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, juste pour revenir sur les conditions d'investissement, j'ai cru comprendre que il y avait pas mal de VC, en tout cas des fois, qui avaient des conditions abusives d'investissement, dans le sens où, en tout cas, dès qu'il y a un pépin, eux, ils se permettent de ressortir. Après, il y a des conditions qui sont habituelles, dans le sens où, par exemple, si j'en sais un X ans, j'ai investi dans une boîte, ils se laissent le droit de réinvestir dans le cas où il y a une autre levée avec un certain taux pour pas trop se faire diluer. Quelles sont un petit peu les conditions habituelles, entre guillemets, d'une levée et les conditions qu'on peut trouver abusives et qui arrivent? Parce que moi, je suis mal renseigné par rapport à ça. J'ai entendu deux, trois choses. Et je pense que c'est là aussi où certains entrepreneurs le prennent mal d'une certaine manière, je sais pas. Bien sûr. Alors, on ira sur ce qui peut paraître abusif et sur ce qui, on va dire, est à la limite, voire abusif, et sur ce qui est considéré comme normal. Donc, la chose à savoir quand tu fais du venture, c'est que tu investis dans des boîtes qui sont pas rentables, et donc dont toute la valeur est pas d'investissement dans l'IP, pas dans la marque, pas dans ce qui existe, mais dans ce qui va être construit par les fondateurs. Et donc le fait que les fondateurs soient impliqués, motivés et restent dans la boîte est très important. En fait c'est ça dans lequel on investit. On investit dans l'entrepreneur plus que dans la boîte ou l'idée. La manière dont tu peux l'exécuter. Et de la manière dont tu peux l'exécuter. Donc un des trucs importants, c'est que ces gens restent dans la boîte. Il y a deux manières de faire que ces gens restent dans la boîte. La première, c'est que on les dilue pas trop déjà. Donc là où une boîte de private equity ou sur le private equity qui est une autre boîte d'investissement qui est plutôt sur des boîtes matures va prendre tu vois, plus de 50% de la boîte, on va toujours faire gaffe à ne pas trop diluer les fondateurs. Et ça se commence très tôt. Parce qu'on sait qu'il va y avoir plusieurs tours de financement et qu'à chaque fois, les fondateurs, ils vont se faire diluer. Diluer, ça veut dire que tu commences vous êtes deux cofondateurs, vous avez chacun 50% de la boîte. Il y a un premier pré-seed et donc en général, la règle, c'est 20% de dilution. Donc un pré-seed, tu te fais diluer de 20%, ça veut dire que tu passes de 50% chacun à 40% chacun. Puis après, il y a un seed. Là, tu passes de 40% chacun à moins 35. 8, 32% chacun. Ouais. 32% chacun. Après, t'as une série A. Tu vois, là, après, t'as une plus petite part du gâteau, mais le gâteau lui-même vaut plus cher. Potentiellement plus cher. C'est toujours ça, c'est qu'on est encore sur du non liquide, on est encore sur des parts où t'as des gens qui investissent, t'as personne qui rachète tes parts. Et après, il y a personne qui va lever avec une valeur inférieure à la précédente quasiment, non? C'est très rare. Alors ça on en reparlera après, et ça c'est des cas où les choses se passent de manière un peu difficile. Je veux dire, oui, définitivement, normalement, si les choses se passent bien, le gâteau grossit. Ça étant dit, il y a qu'un seul moment où tu récupères du cash, hein, c'est-à-dire que ta valo, en fait, elle veut rien dire pour toi en tant qu'entrepreneur tant que t'as pas revendu tes parts. Tant qu'il n'y a pas un événement de liquidité. Voilà, tant qu'il n'y a pas un événement de liquidité. Et ça arrive en général pas avant très tard dans. C'est rien, non? Alors, non, Seria, il y a très peu c'est même pas que c'est mal vu, c'est moi en tant qu'investisseur, j'ai pas envie quand j'investis de l'argent dans une boîte, c'est pour que la boîte se développe, pas pour rendre riches les fondateurs. Toi, t'es pas encore liquidity, quoi. Au-delà de pas avoir envie de liquidity, c'est-à-dire que je veux que mon argent il soit utile au développement de la boîte.
ça devient moins vrai plus le temps avance. Et au-delà d'être moins vrai, c'est pas seulement que c'est moins vrai, c'est aussi que bon, je pourrais expliquer pourquoi il y a des raisons. Parfois, où tu veux racheter des parts à des fondateurs qui restent dans la boîte, mais pour continuer à les incentiver. Donc, déjà la première chose importante, c'est de dire on veut pas qu'ils soient trop dilués. Parce que s'ils sont trop dilués, c'est qu'à un moment, si tu termines, tu vois, si je te prends 50% à chaque fois et que au bout de à la série C, il te reste plus que 2% dans la boîte, et que oui, très bien, ta valo, elle est pas encore liquide et t'es valorisée à, je sais pas, à série C à 500 millions, mais t'as plus que 2%, tu dis, est-ce que ça valait vraiment le coup? Et est-ce que de prochain tour où je vais être maintenant à 1%, est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer et pas d'aller faire autre chose? L'autre sujet, c'est de s'assurer que les fondateurs ne prennent pas juste enfin, que certains fondateurs, les fondateurs ne disent pas ah bah c'est cool, la boîte a de l'argent, je vais me barrer et laisser faire et embaucher quelqu'un pour faire le boulot pour moi, quoi. Encore une fois, on investit dans des gens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le vesting. C'est-à-dire que on va mettre on va mettre des conditions qui font que tes parts, tu les détiens pas en dur, tu les détiens que si tu restes dans la boîte. Tu n'as pas les Et capacités de la revendre, à part si on a atteint voilà, on remplit certaines conditions. non, t'as surtout pas la capacité de les garder. C'est-à-dire que si tu te barres de la boîte, c'est-à-dire si j'investis en toi, puis le lendemain tu me dis ciao, c'était super les gars, mais maintenant je me barre, et vous avez qu'à, enfin ceux qui restent en 80 Vous en passant démerdez, pour bonne moi, chance. vous vous débrouillez, et ben c'est ce qu'on appelle le vesting. Et ça, dans le vesting, ça veut dire que si tu parles vraiment le lendemain, on va te dire bon bah c'est pas compliqué, tu dois nous revendre toutes tes parts parce enfin tu perds toutes tes parts, quoi. Alors techniquement, c'est qu'on te rachète tes parts à la valeur nominale, c'est-à-dire 1 euro la part, quoi. Enfin, un truc qui n'a rien à voir avec la valeur de Ouais. l'investissement. Mais c'est encore une fois ça, le vesting, c'est vraiment l'idée de et en général c'est sur 4 ans, 4 à 5 ans. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que quand on investit chez toi, tu restes 4 à 5 ans et ce sera du vesting où chaque année tu as 20% en dur. Donc si tu pars au bout d'un an, tu auras vraiment t'auras 20% en dur, 80% que tu devras laisser, 2 ans. Voilà. Donc ça c'est le vesting. Ça peut paraître dur parfois, mais franchement, c'est très normal. Et quand je suis parti d'Ariani, j'ai laissé une certaine quantité de mes parts, d'ailleurs qui ont été rachetées par mes cofondateurs. Et ça me paraissait normal de rééquilibrer un peu la cap table auprès de mes cofondateurs qui, eux, restaient et continuaient à bosser, quoi. Parce que Pour pas créer de frustration. bah, pas créer de frustration, et puis le fait que tu vois, c'est dur hein, d'être entrepreneur, tu gagnes pas autant d'argent que tu pourrais le faire dans une autre boîte, et Tu une prends des des risques. frustrations, c'est de dire, bah, tu prends des risques, tu gagnes un peu moins. Alors, effectivement, de temps en temps, enfin, tu vois, pour certains, il y a un énorme upside quand tu revends la boîte. Mais c'est quand même très très risqué, hein. Il y a quand même une minorité des entrepreneurs qui s'y retrouvent au final, quoi. Donc là, au moins, tu dis, bon, ceux qui restent, bah, ils auront un upside un peu plus grand que le mien parce que ils ont récupéré une partie de mes parts. Donc ça, c'est le vesting. Après, sur les clauses, et ça, c'est vraiment pour incentiver les entrepreneurs à rester, d'accord? Après, il y a tout ce qui sont plutôt la protection pour les investisseurs, et ça, t'en as deux, enfin, t'as deux clauses en général. Un qui est dans les cas de réinvestissement, c'est-à-dire qu'au prochain tour, ce qu'on appelle le prorata, c'est l'assurance que au prochain tour, même si c'est un autre fonds qui lead le tour, toi en tant que fonds, tu auras le droit d'investir euh, au, au- pour garder ta part, enfin le même pourcentage que tu as aujourd'hui dans la Pour pas boîte. te Donc, si moi diluer. j'ai acheté, ouais, pour pas me diluer, mais il faudra quand même que je réinvestisse, hein, c'est pas gratuit, il faudra que je remette du cash, mais j'aurai le droit de rester. Donc si j'ai investi, j'ai pris 10% de la boîte sur ce tour-là, le tour suivant, j'aurai le droit de réinvestir pour rester à 10%. Donc au lieu de me faire diluer sur le prochain tour de 20%, je pourrais racheter 2% encore de part en plus pour pour rester à 10%. Ça c'est le prorata, hein. Et ça c'est très classique. Et après tu as un truc, alors ça c'est ça qui fait un peu plus peur, c'est ce qu'on appelle la liquidation préférentielle. Et liquidation Oula. préférentielle, c'est ce qui se passe. Tu me fais peur avec ce terme. La liquidation préférentielle, c'est ce qui se passe quand les choses se passent moyennement bien. Quand les choses se passent moyennement bien, c'est-à-dire que, on va dire qu'on a investi à une valo de, je sais pas, 10 millions d'euros,
et il y a une offre pour racheter à 8 millions d'euros et la boîte, bon, ça se passe pas super bien, les fondateurs ont plus envie de le faire, donc ils disent faudrait qu'on vende à 8. Bon, le problème c'est que moi, si on vend à 8 millions, que j'ai investi à 10 millions, c'est-à-dire que je fais une perte de 20%. Et donc ce que tu as dans la liquidation préférentielle, c'est dire dans le cas où on revend moins cher que la valeur à laquelle j'ai investi, on va moi je vais récupérer plus de la vente pour rester dans mon Tu prends investissement. la Donc, diff... on va dire que Ouais, tu prends la différence, voilà. quoi. Jusqu'à être en Voilà, donc break-even. voilà, jusqu'à être en break-even et après le reste à partager de manière équitable. Donc l'idée c'est j'ai investi sur une valeur de 10 millions d'euros, j'ai investi 2 millions d'euros, on revend à 8 millions, ça veut dire que moi je vais prendre les 25 enfin, les premiers 2 millions des 8, d'accord? Et au lieu de se partager et le reste, au lieu que ce soit partagé enfin que les 8 qui restent soient partagés, c'est 6 qui restent qui sont partagés. Alors que tu aurais pu imaginer que ça aurait plutôt dû être un 6 et 6-4. Bon. L'idée étant que voilà, je me rembourse d'abord et après on repartage. Ça, c'est ce qu'on appelle l'utilisation préférentielle. Et C'est standard ou c'est, pas du tout? ça, c'est très standard. Alors, après les choses qui sont à la limite, c'est ce qu'on appelle le ratchet. Alors, le ratchet, c'est s'il y a un tour de financement, un nouveau tour de financement, mais qui se fait en dessous de la valo du tour précédent. Et dans ce cas-là, moi, ce que je veux dire, c'est, attends, moi, je veux pas me faire diluer. Enfin, je veux pas, c'est pas que je veux pas me faire diluer, c'est, je veux pas, je veux maintenir mon pourcentage et je veux maintenir mon investissement, la quantité que j'ai investie, comme si je m'investis à ce même tour. Et donc dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu vas surdiluer les fondateurs et t'émettre des nouvelles parts gratuites pour augmenter ton pourcentage dans la boîte, comme si tu avais investi à la valeur de ce nouveau tour. Ok. C'est limite, mais c'est assez classique. Et donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est pas, enfin, c'est quelque chose qui en général sont dans les pactes d'associés, mais c'est vrai qu'ils sont un peu à la limite, mais qui sont quand même assez standards. Après, les choses qui sont pas standards, mais qui existent et là qui sont vraiment une négo et on peut expliquer pourquoi ça arrive parfois, c'est ce qu'on appelle par exemple la double liquidation préférentielle. Et donc, quand on reprend la liquidation préférentielle, c'est non seulement je veux récupérer, j'ai mis 2 millions sur 10, mais non seulement je veux récupérer 2 millions, en fait, je veux récupérer au moins 4 millions. Et donc, si on vend pour 8, les premiers 4 c'est pour moi et les 4 qui restent c'est partagé. D'accord? Alors, ça, en général, tu veux pas. D'accord? Ça, c'est un gros non, en tant que fondateur. Cela étant dit, parfois, ça peut être quelque chose qui t'est mis en face dans une négo parce que tu demandes une valorisation, une valo trop haute. Ouais, c'est quand t'es en position de faiblesse que t'acceptes ça. Non, c'est même pas une proposition de faiblesse. C'est plutôt un. Moi, en tant qu'investisseur, je dis ta boîte, elle vaut 10 millions, et toi, tu me dis non, 20. Et je te dis 20, ça fait beaucoup quand même, les gars. Il fait, non, non, mais Ouais. moi, je veux 20 millions. Voilà. Et donc, ce que tu peux dire, c'est bon, bah, j'y vais pas, en tant qu'investisseur. Ou tu peux dire, ok, fine. Tu penses que tu vaux 20 millions. Ce que je te propose, c'est que moi, je te fais une double liquidation préférentielle. C'est-à-dire que euh, Si ça se si les passe choses se, mal, si ça se passe mal, eh ben tu récupéreras beaucoup moins que si on avait fait une valeur à 10 millions. Par contre, si les choses se passent bien, ce sera normal. Et donc c'est en ok. général c'est plutôt c'est quelque chose qui t'est mis en face en disant tu veux vraiment cette Tu veux valorisation faire le très haute, malin, tu veux faire le prouve malin. et Et ouais. ben moi je te mets un truc qui dit que si les choses se passent pas bien, bah, c'est de ta poche que ça sortira cet argent. Si les choses se passent bien, on sera tous contents et c'est génial. Et puis bon, il y aura une valeur haute. Et si les choses se passent mal, c'est pour ta pomme. Voilà. Donc c'est ok, je prends ce risque, mais c'est toi qui en face prendra le risque à la descente. Ok. Bon, écoute, franchement, hyper intéressant toutes ces parties-là, parce que c'est pas forcément des parties dont on parle d'habitude. Je pense que ça peut Ouais. faire du bien à ceux qui nous regardent, notamment ceux qui entreprennent ou qui ont envie de monter leur projet, etc. Parce qu'on parle toujours de build, de faire des choses, etc. Mais au final, on va pas se mentir, c'est surtout les VC, je suppose, qui financent l'écosystème. Et à quoi ressemblerait l'écosystème crypto sans VC? Est-ce que il pourrait véritablement exister? Enfin, Ouais, bonne question. est-ce, est-ce que c'est un non-sens? Je sais pas. Alors déjà, je pense qu'il y a à comprendre qu'en général, le venture n'a pas vocation à financer tout l'entrepreneuriat. Bon, il y a toute une partie d'entrepreneuriat
qui sont des boîtes, enfin, des super boîtes comme des agences, comme du commerce de proximité, enfin, ou qui ont pas du tout le modèle du venture. D'accord? Le venture, C'est-à-dire, c'est accélération, hyper growth, hyper voilà, croissance. tu cherches des gens qui sont vraiment en train de vouloir créer un géant et qui ont besoin d'aller vite et qui ont besoin de beaucoup de capital et pas nécessairement de croître petit à petit. Et il y a plein de boîtes qui ont rapporté beaucoup d'argent à beaucoup de gens, hein, beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas besoin d'argent De VC. du venture. Voilà. Après, il y a des boîtes qui pourraient être financées par du venture, mais qui arrivent à le faire en bootstrap. Et ça, c'est pareil. C'est pas quelque chose, c'est pas non plus une mauvaise idée, hein, le bootstrap. Et donc ça, donc c'est à dire que tu commences et tu arrives à te débrouiller avec un petit capital, trois fois rien, mais tu arrives à construire ta demande petit à petit et à pas essayer de grossir trop vite, juste à faire les choses de manière très stable. Et il y a des super exemples hein, de grosses boîtes qui sont lancées comme ça et qui ont vachement bien Parce qu'au final, fonctionné. on se retrouve un peu, désolé de te couper, mais on se retrouve quand même un peu dans des situations où où il y a des boîtes qui font n'importe quoi, on s'en fout d'être dans la rentabilité, et en fait, au final, c'est même plus une question de rentabilité, c'est une question de à qui je vais vendre mes parts, quoi. Enfin, Ouais, bon, ça, voilà, et j'exagère, tu vois, mais tu vois là où je veux en venir. c'est un risque du venture. Ça étant dit, on essaie quand même d'éviter ça. Mais je veux dire, déjà, t'as deux tiers du marché où il y a pas il y a même pas de venture dedans, quoi. Tu as une boîte Ouais, comme c'est des Basecamp, banques. Tu vas faire un prêt à la banque ou... ou même pas. Avec ta trésorerie, t'arrives à construire petit à petit ton truc, parce que les banques, elles prêtent pas si facilement que ça à des projets entrepreneuriaux. Hein. Je sais pas si t'as Et ils nous aiment essayé. pas. En règle générale, les banques aiment prêter aux gens riches. Euh, mais Aux salariés. voilà, ou à des boîtes qui sont, enfin, je dirais, ou à des boîtes Ils qui veulent sont des plus garanties. tard. Oui, les garanties. Donc une boîte qui sera pas au début de son développement, mais plus tard. Et t'as le financement sur, t'as plein de modes de financement comme ça mais où il faut quand même avoir une certaine taille, alors pas nécessairement énorme, hein, mais tu vois une PME un peu déjà une certaine taille avec un certain chiffre d'affaires pour pouvoir avoir du financement. Donc sur le venture, après, donc tu as toute cette catégorie un peu des gens qui veulent aller vite, qui ont beaucoup de tech, qui sont un peu en recherche du business model et qui ont besoin de conquérir un marché rapidement. Et ça, je pense que la crypto a montré alors il y a des modèles alternatifs au venture, le crowdfunding historiquement, l'ICO, enfin le token sale auprès du grand public, plus récemment, on va dire. Et alors, bien sûr, il y a il y a plein de mauvais exemples hein, et il y a plein de risques. Mais c'est pas un modèle qui est complètement acheté, hein, le modèle de token pre-sale ou du financement participatif. Et pendant longtemps, tu vois, on aurait été en 2018, je t'aurais dit non, non, mais ICO, plutôt ici, on s'en débarrasse. D'ailleurs, vous Euh, c'est que de l'equity ou c'est aussi du token est-ce que vous faites les Alors, deux? nous, effectivement, on peut faire equity et token. C'est une des grosses particularités. Je Ok. t'en reparlerai après. Mais donc, il y a quelques années, j'aurais pu te dire, non, non, mais on en a marre, il y a besoin des VC. Et en fait, le travail que fait un VC, qui est vraiment de sélection, tu vois, un peu les catastrophes qu'il y a eu après les ICO, mais les catastrophes qu'il y a eu en dehors de la crypto avec le financement participatif, je pense que ça montre que le travail qu'on fait en tant que VC de s'assurer que les boîtes sont solides et que c'est pas un scam quoi. Enfin, ce travail de sélection, il a une vraie valeur. J'ai l'impression que Et ce le travail fait, il est moins fait en crypto quand même. Parce que alors, enfin, je sais pas s'il est moins fait ou si il est fait avec moins de conscience pour le retail d'une certaine manière. Parce qu'en fait, enfin, je sais pas comment t'expliquer, on a quand même des projets, genre ils sont au tout début, ils ont des gros financements, c'est des grosses daubes, et on se retrouve avec des tokenomics où on dump sur le retail et au final les VC se gavent, c'est un truc... on a tout à fait. l'impression qu'il a jamais eu une vocation d'aboutir. Enfin, en fait, en tout cas, c'est une sensation qu'on peut avoir en tant que Ouais. particulier. Moi, je peux l'avoir. Bon, après, moi, j'essaye pas de me battre contre le marché. Je m'adapte, j'essaye de comprendre qui investit où. J'essaye de faire mes propres recherches sur ces projets-là. Mais je pense que c'est le sentiment qui peut se dégager. Qu'est-ce que toi, tu Bien penses sûr. de ça? Alors déjà sur tous les investissements venture, que ce soit en equity ou en token,
le but à un moment, c'est de dumper sur le grand public. Alors, dumper sur le grand public, ça veut dire que l'acheteur in fine de tous les investissements que je fais, utiliser la chaîne de financement, c'est sur l'equity, c'est un marché public, c'est-à-dire la bourse, quoi. Et Listé. la bourse, voilà, listée sur un marché public, que ce soit Euronext, Nasdaq voilà, et tout. exactement. Et ça, c'est le grand public. Enfin, c'est-à-dire, c'est un marché auquel tout le monde a accès. Et donc, que ce soit de l'equity ou que ce soit du token, de toute façon, au bout d'un moment, tu vas aller sur un marché public et dumper sur le public. La question, c'est comment ce dump se fait. Et effectivement, je pense qu'il y a des exemples qui sont plus ou moins bons en fonction. Mais comme dans l'equity, hein, c'est-à-dire que les mecs qui ont acheté du WeWork là sur l'ICO, enfin sur l'IPO, il y a 3 ou 4 ans, je veux dire, aujourd'hui, ils sont pas très contents, quoi. Puis en plus, on n'est pas impossible qu'il y ait un dépôt de bilan dans les mois qui viennent. Donc définitivement, ça c'était, enfin, WeWork Rect. c'était un shitcoin, quoi. Rect. Ce que le problème du token, et c'est un peu le problème qu'il y avait avec l'ICO, c'était qu'on arrivait beaucoup trop tôt, quoi. T'arrivais Ça avant arrive même que trop vite au retail, ouais. On n'a pas voilà, ça passé va trop cette vite. étape. Ouais. Exactement. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Toujours ça, même si, tu vois, on a fait un investissement dans Morpho, par exemple, en token, et eux, ça fait un an qu'ils build, enfin, ça fait déjà un an qu'ils build avant qu'on rentre, et ça fait encore un an qu'ils build. Ils ont une tokenomics où ils distribuent du token, mais ils ont bloqué les transferts. Ce qui fait que le token ne peut pas être encore listé. Avec cette idée de, tu peux le farmer aujourd'hui, mais tu peux pas le vendre. Pourquoi? Parce que justement, on va essayer d'éviter qu'il y ait du C'est dump. comme si t'étais vesté au final. Ouais. Alors, c'est comme TVST, mais c'est même pire que ça, c'est qu'il n'y a pas encore de prix de marché du tout, quoi. Ouais. Parce que tu peux pas le lister, puisque tu peux pas faire de transfert avec, C'est pas ce que ça parce qu'il vaut. est, parce qu'il est bloqué. Voilà. Donc, tu sais pas encore ce que ça vaut. Alors, il y a bien eu un prix d'acquisition, hein, de ce token. Donc, techniquement, il y a un prix auquel nous, on a investi. Mais ça étant dit, aujourd'hui, il n'y a pas de prix de marché, et donc il n'y a pas de dump possible. Toute la question qui se pose aujourd'hui, hein, c'est à quel moment est-ce que tu listes le token pour Morpho? Alors, il y a en plus des lock-ups. On a des lock-ups sur 5 ans. Donc, même si le token était listé, on pourrait pas tout vendre. On a des montants qui sont déloqués au fur et à mesure du temps. Cela étant dit, il y a quand même une question aujourd'hui, c'est à quel moment on liste? Et c'est pas une question facile, hein, parce que C'est aujourd'hui, un tel Morpho, impact c'est sur les projets en fait, c'est monstrueux. tout à fait. Et aujourd'hui, Morpho, c'est quand même 500 millions de TVL, quoi. C'est un énorme projet crypto. Et Paul te dira, je suis pas sûr qu'il faut qu'on lise tout de suite, quoi. C'est encore un peu trop tôt. Pourtant, c'est déjà un très beau succès, quoi. Mm, mm. Et donc la question de à quel moment tu listes, c'est effectivement une question compliquée. J'ai pas la réponse. Et oui, je pense qu'il y a des situations abusives. Il y a des fonds qui en ont abusé. Et en même temps, j'ai envie de te dire, si tu regardes la plupart des IPO qui ont été faites en equity il y a 2 ans, tu vois, où les gens où il y a des boîtes qui ont listé leur part. Tu vois, Coinbase, par exemple, il s'est listé il y a 2 ans, à $100, je sais plus ce que c'était, mais c'était quelque chose Même comme plus. $200. Ouais, $250 la part, quelque chose 250, comme ça. 280, un truc comme ça. Voilà. Aujourd'hui, on en est à 70. Ouais. Et pourtant, Coinbase, c'est une super boîte. On peut pas dire enfin, ça faisait des années qu'ils buildaient. Et on peut pas dire qu'ils ont dumpé tu vois, que les VC ont dumpé sur le grand public. Après, valo de bull market, valo de bear market, quoi. C'est aussi. Et puis, il y a aussi l'emballement de l'IPO. Enfin, tu sais ce qui se passe quand il y a un listing, quand on liste, le token est listé d'abord. Tout de suite, ton token, il part au plafond, puis ça retombe. En fait, Donc, le truc, c'est que le particulier est pas forcément éduqué et fait pas forcément ses devoirs. Et face à ça, on a des VC qui, bah, essayent de tirer des profits de ça, en fait. Tout simplement, de cet arbitrage de connaissances et d'accès à l'investissement d'une certaine alors, manière. les VC, encore une fois, t'as un Tu peux gros me stack, reprendre, hein. hein, Non, mais ce que je veux dire, j'essaye de réfléchir à voix haute. les VC en général, quand tu arrives au listing, tu as un gros stack, hein. Tu as beaucoup de tokens. Et la liquidité que tu as à ce moment-là où tu as des prix de fou furieux, euh, en général, t'as pas beaucoup de liquidité pour pouvoir le vendre. Donc de toute façon, même si tu vends des tokens à un prix super élevé et que tu vas vendre, je sais pas, 2, 3, 4, 5% de ton stack, tu as encore 95% dont tu veux pas qu'il tombe à zéro non plus, quoi. Sinon, c'est une perte sèche. Et donc, il y a quand même ce côté un peu difficile on va prendre un petit peu enfin, on va vendre un peu aussi parce Parce que le que fait ça de fait vendre 2, 3. 5%, ça impacte aussi la valeur
enfin le prix que peut avoir les autres 95%. Absolument. C'est-à-dire que à chaque fois, encore une fois que ce soit en equity ou en token, hein, tout le temps, à chaque fois qu'on vend, à chaque fois qu'on réfléchit à sortir nos parts, et ça reste notre but, hein, d'un fonds, c'est de vendre toutes nos participations. Un fonds d'investissement, ça dure De 10 faire ans. des Hein, profits. bah, c'est de faire des plus-values. Et un fonds d'investissement, ça dure 10 ans. C'est-à-dire que moi, au bout de 10 ans, il faut que j'ai revendu toutes les participations dans lesquelles j'ai investi. Donc de toute façon, il y a quand même un but au bout d'un moment où je veux pouvoir revendre toutes mes parts, Mais ça, c'est ou une tous mes date tokens. limite. Genre, tu peux te retrouver dans une situation où tu es obligé de tout bazarder, peu importe la Ouais. situation. Alors Parce ouais, ouais, qu'en tant qu'entrepreneur, ça peut être difficile, hein. ouais. Donc ça, on en a pas parlé au début, mais c'est une des choses à savoir en tant qu'entrepreneur, c'est qu'un fonds d'investissement, la manière dont ça fonctionne, c'est que moi, je vais voir des investisseurs et je leur dis, donnez-moi de l'argent et je vous le rends dans 10 ans. Donc, mais votre argent est bloqué, vous pouvez pas le sortir, il sera bloqué avec moi pendant 10 ans, et dans 10 ans, je vous le rends. Enfin, je vous rends et toutes les plus-values potentielles qu'il y a aussi, hein, Ouais. ou les pertes, hein, les deux. Mais ma promesse, c'est dans 10 ans, je vous rends tout. Ce qui veut dire que moi, en tant que gestionnaire de fonds, chaque jour qui passe, j'ai un jour de moins pour faire l'investissement et le revendre, quoi. Rentrer et sortir de mon investissement. Et donc, il y a une date coup près. Donc, je sais pas si t'as commencé ton fonds le 1er janvier 2023, et le 31 décembre de 2032, tu sais que c'est le dernier jour pour vendre toutes tes parts. Alors, dans les faits, et tu as un moment où, ouais, t'es un peu forcé de vendre, quoi. Alors, dans les faits, tu as le droit à des extensions, tu négocies des extensions. Donc, la durée de vie moyenne d'un fonds de venture en France, c'est plutôt 14 ans. Donc, tu vois, Tu as le temps de t'as voir des venir quand extensions. même. Alors, si t'as pas le temps de voir venir, mais tu peux prendre des extensions. Parce que Ça du coup, étant il y a dit, deux VC qui peuvent prendre un avantage sur ça. Parce que s'ils savent qu'il y a un gros VC qui doit, dans tous les cas, déboucler ses positions, etc., eux, ça fait une opportunité pour se positionner. Parce que s'ils trouvent pas à qui revendre rapidement, tu peux te retrouver avec des prix qui sont peut-être bradés, hein. exactement. Et ça, en général, c'est même pas des VC, c'est plutôt des fonds, c'est plutôt des hedge funds. Et d'autant plus, et ce que tu dis est C'est d'autant plus vrai, hein, intéressant. t'as un bon, t'as un très bonne réflexion parce que au-delà du fait que je sois pressé par le temps et pressé par mes LP, j'ai même des clauses en général qui sont inscrites, qui disent que si tu as une opportunité d'achat au bout des 10 Tu ans, peux pas la si on refuser donne, d'une si, certaine si on manière. donne une extension, alors tu peux la refuser, mais si jamais le prix de sortie se faisait plus C'est toi bas, qui paye. c'est toi qui paierais la différence. Voilà. Et donc, Ok. donc, donc, à un moment, tu vois, je sais pas, t'as une boîte qui est valorisée t'as des parts à 100, et t'as un mec qui dit, je te donne, je te les achète maintenant pour 50. Et là, t'as le choix. C'est, alors, est-ce que je prends 50, même si je sais que c'est une grosse décote, ou est-ce que je prends le risque que si jamais je devais revendre dans 2 ans à 40 parce que les choses se passent mal, quoi, c'est moi qui dois bouffer le Ou que tu trouves différentiel même entre pas 50 et d'acheteur. 10. Parce qu'au final, tu peux te retrouver à payer 50. Bon, ça Voilà, reste très peu, je voilà. pense. Mais... Ou que tu ne trouves pas d'acheteur et que ça termine à zéro. Voilà. Donc, t'as bien compris. Et il y a effectivement des gens qui profitent de cette situation. C'est très marrant. Pour Ouais. revenir peut-être sur les tokenomics, vous, quand vous investissez, tu m'expliquais que tu investissais à la fois en equity, à la fois en token. D'un point de vue tokenomics, à quel point tu es critique sur ce qui se fait un petit peu dans le marché? Et est-ce qu'il y a des formes de tokenomics que toi t'aimes plus que d'autres et certaines sur lesquelles t'investirais pas du tout, concrètement? Ouais. Alors, déjà les tokenomics, c'est quelque chose de enfin, c'est quelque chose qui a pas beaucoup d'historique, et donc on a très peu de recul. Et donc définitivement les tokenomics, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Enfin, c'est compliqué de te dire aujourd'hui c'est quoi les tokenomics qui fonctionnent bien. Bon, moi aujourd'hui j'en vois trois grandes catégories qui fonctionnent, enfin qui ont l'air de fonctionner un peu, quoi, ou qui font sens. La première, c'est tout ce qui est sécurité des L1, enfin, Ethereum, quoi, de base, payer tes coûts de transaction. Enfin, ça fait complètement sens, ça marche. Je pense que Ethereum a une tokenomics qui fait un sens absolu. Je pense même que la tokenomics d'Ethereum est bien meilleure que la tokenomics de Bitcoin, par exemple. Parce que il y a, Parce il que y a, c'est il y a, il y a déflationniste, c'est ça que tu veux dire? parce que c'est déflationniste, parce qu'il y a vraiment une utilisation de la blockchain avec enfin, c'est du pétrole, quoi. Ouais, C'est c'est le carburant, quoi. c'est le carburant, et si tu regardes les revenus quotidiens d'Ethereum,
ils sont bien plus C'est importants. énorme. Enfin, les fees qui sont payés par Ethereum, enfin, qui sont payés par les gens qui utilisent Ethereum sont bien plus importants que celles de Bitcoin. Alors que c'est Donc je pense que moins capitalisé. alors que c'est moins capitalisé, que la market cap est plus basse. Donc je pense que Ethereum a une super tokenomics. Je pense que sur les L2, il commence à y avoir des réflexions sur ce sujet aussi qui sont pas mauvaises. Donc ça sur ce niveau L1 L2, je pense qu'on arrive à quelque chose qui est pas mal, qui est assez mature. Ensuite, on a tout ce qui est DeFi. Et là, la DeFi, on voit des réflexions qui sont pas mauvaises. Moi, j'aime bien tu vois, le modèle AV, enfin, modèle cible, on va dire, AV ou GMX, c'est-à-dire des profils qui sont là pour assurer le risque de bad debt, quoi. Et ça, donc c'est une assumption du risque, mais une assumption enfin, quand tu mets tes AV en jeu dans le security module de AV, t'as un yield, mais en même temps, t'as un risque qui est de te faire slasher. Pareil pour Maker. Et voilà, je suis là pour faire le tampon au cas où le protocole, il y a un problème dans l'exécution du protocole et que j'ai de la bad debt. Donc ça, pour moi, c'est aussi une tokenomics qui est à peu près mature, qui est pas encore parfaite, mais qui est à peu près mature. Après, moi, il y a des tokenomics que j'ai très envie de voir fonctionner, mais qui aujourd'hui fonctionnent pas encore, quoi. C'est notamment tout ce qui est enfin, tout ce qui offre, enfin, tout ce qui est ce qu'on appelle les DePIN, c'est les Decentralized Physical Infrastructure. C'est typiquement l'exemple de Helium, tu vois. Helium, j'adore l'idée d'Helium. Le fait que tu puisses avoir un réseau GSM wireless décentralisé où chacun peut avoir sa petite boîte que tu mets là sur le coin du bureau et ça fait une antenne GSM pour d'autres. Et toi, tu as payé ta petite boîte, mais à chaque fois que quelqu'un l'utilise, tu es payé en token, tu vois, t'es J'avoue que payé par j'ai quelqu'un. beaucoup aimé ce projet. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aussi Alors, je avoir un coup de l'adore, cœur sauf pour ça. que voilà, mais t'as la même chose aussi sur Filecoin, tu vois, sur le stockage de données décentralisées. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tous sur des énormes différentiels entre les incentives qui sont envoyés. Enfin, Helium, c'est 300 000 balles de fees de gens qui utilisent le réseau pour passer des coups de fil et qui payent donc, et 30 000, enfin l'année dernière, c'est 300 000 balles de fees et 30 millions de tokens distribués aux gens qui ont leur petite boîte pour faire ça. Donc il y a un gros différentiel entre les deux. Ça étant dit, tu vois, Uber, je crois que c'est le dernier trimestre, c'est la première fois qu'ils arrivent à l'équilibre. Ouais, mais Ça après, faisait c'est 10 aussi ans. parce qu'ils ont choisi de tout réinvestir aussi, non? Bah, non, c'est parce qu'ils donnaient, parce qu'ils vendaient moins cher le produit C'est pas que ce qu'ils qu'ils payaient dégageaient des les. profits et qu'ils réinvestissaient tout, non? Ça n'a rien à Non, voir. non, non, Ok, ok. c'est que leur marge brute était négative. Ok. Amazon, c'était le réinvestissement. Mais chez Uber, leur marge était négative. C'est-à-dire que le prix que toi tu payais était inférieur au prix qui était payé qui était payé à celui qui faisait la course et à toute l'infrastructure autour enfin toute l'infrastructure pour récupérer des clients, pour gérer les clients, pour voilà, le G&A, quoi, ce qu'on appelle l'administratif. Donc c'est pas non plus déconnant pendant un moment, c'est juste que j'ai pas encore vu de Ouais, c'est projet. aberrant. Euh, d'a- d'a- c'est pas je veux dire, pour l'instant à ce niveau-là ça paraît aberrant, mais en même temps quand tu fais du venture, enfin quand tu fais des startups, quoi, tu sais que très souvent tes premiers clients ils te rapportent beaucoup moins que ce que ça coûte. Et donc il y en a qui payent peut-être je sais pas 10 euros par mois, mais toi ça te coûte 300 euros par mois par client pour faire fonctionner le truc parce qu'il n'y a pas assez de clients, il n'y a pas assez de masse. Et donc c'est possible que quelque chose comme Helium fonctionne un jour, et je l'espère. Et je pense on y arrivera. Pareil pour Filecoin, je pense qu'on y arrivera. Juste pour l'instant, j'ai pas d'exemple, tu vois, qui fonctionne aujourd'hui. Mais encore une fois, ça fait que 5-6 ans quoi qu'on a Mais vraiment les tokenomics. Hein. le problème aussi de ces projets-là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a 90% des jetons qui sont pas encore émis, on en émet de manière constante et que dans un bear market, il y a juste pas assez de demande. Du coup, le prix se crache. Et le problème de ça, c'est que en vrai, en crypto, le prix, c'est le marketing d'un projet. Et donc, si t'as Ouais. si t'as un prix qui s'apprécie pas, bah, je suis limite sûr, en tout cas, je suis limite convaincu que dans certains cas, c'est mieux de créer genre le même projet avec un autre branding et genre de nouveaux tokens, de nouvelles tokenomics, ou en tout cas il y a des gens qui vont avoir tendance à le fork ou créer le truc et prendre leur part du gâteau et il suffit qu'ils aient une meilleure distribution des jetons, etc. pour que ça performe. En tout cas, c'est peut-être une Bah, thèse et c'est peut-être quelque chose qui arrive.
Alors, là, on parle de deux choses qui sont pas exactement la même chose pour moi. C'est-à-dire que je te parle d'une tokenomics, c'est vraiment d'un modèle économique qui fonctionne. Ouais, bien sûr. Après, effectivement, le prix du token, enfin, et ton token fait partie de ton marketing ou autre. Mais Helium, t'as pas quelqu'un qui va forquer Helium. Il y a une infrastructure physique derrière. Il y a juste des gens qui vont être dégoûtés de faire tourner leur petite boîte chez eux parce que ça leur apporte rien. C'est plutôt et puis des investisseurs qui auront investi dans du token qui ne fait que baisser de valeur et il n'y a pas assez de liquidité parce qu'il n'y a pas assez de demande intrinsèque pour l'utilité du token, quoi, tu vois. Donc ça pour moi c'est autre chose. Après donc je t'ai donné ces trois catégories, c'est-à-dire une qui fonctionne aujourd'hui que j'aime beaucoup, une autre que je trouve que j'aime beaucoup aussi. Enfin les trois que j'aime beaucoup les trois. La première elle fonctionne bien, Ethereum, les L1 ça fonctionne bien. La DeFi ça Ah oui. fonctionne, enfin ça fait sens, ça marche, mais c'est pas encore parfait. Et le troisième que j'aime beaucoup, mais pour l'instant j'ai pas d'exemple qui vraiment fonctionne. Et après t'as le quatrième qui est ceux qui ont oublié que le token c'était pas que du marketing. Et ça c'est aussi un des problèmes de beaucoup de projets. Et je vais pas donner de nom, mais c'est pas compliqué. 99% des projets, le token n'a aucune utilité. Et Ah, donc mais c'est de sur la ça, gouvernance, Luc, c'est de la gouvernance. fine. Moi, j'aime beaucoup les flux économiques. J'aime bien qu'il y ait des revenus, qu'il y ait une raison pour laquelle le token s'apprécie, autre que C'est de juste la il y a beaucoup rationalité. de gens voilà, les ponts pas à dire, les ponts dynamiques, ça me passionne pas. Moi, j'aime bien le concret, j'aime bien le truc qui a une vraie valeur, et c'est surtout dans ça qu'on investira. Donc, il y a des choses, mais et d'ailleurs, tu peux dire, je vais dire un gros mot, mais moi, pendant longtemps, Bitcoin, ça m'a pas passionné. Je suis vraiment arrivé à cause d'Ethereum. Bitcoin, ça me passionnait pas parce que je trouve que C'est c'est le même statique. c'est le même business model que l'or. Et pour moi, le business model de l'or, enfin l'or, c'est un Ponzi, enfin c'est un scam. Bon, c'est un scam qui a 5000 ans, mais c'est un scam quand même. Il n'y a pas de valeur intrinsèque dans l'or. C'est juste parce qu'on donne tous de la valeur à ce truc. Et donc, Bah, parce qu'il Bitcoin, y a un coût de production quand même. mais il y a un coût de production pour faire plein de trucs et ça vaut zéro. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas parce que quand je fais mon footing, il y a un coût de production, je vais pas mon footing, il vaut zéro quand même quoi. Il y a une valeur pour moi de ma santé. Il y a plein de trucs qui ont des coûts de production qui valent que dalle. Hmm. Euh, c'est pas parce que je te fais là je te prends un bout de papier, je te fais un dessin que tout d'un coup ça va valoir beaucoup d'argent. Alors qu'il y a un coût de production, il y a une feuille de papier, il y a un stylo, il y a mon temps qui a été mis dedans. Et J'ai acheté de la gouache oui, qui m'a coûté 50 voilà. euros, mais Euh, mon mais dessin il vaut mais mais toujours zéro. mais si on clair le stock to flow ratio, enfin le stock to la logique stock to flow, c'est une logique qui est complètement circulaire, quoi. C'est pas parce que ça te coûte pour dire quelque chose que ça nécessairement ça veut dire que ça a une valeur derrière. Par contre, on est d'accord que le coût de production est une des choses qui fait la sécurité de Bitcoin. Ça étant dit, le jour où il n'y a plus assez d'incentives sur Bitcoin pour continuer à avoir des serveurs qui tournent, bah, tout l'historique de Bitcoin pourrait disparaître. Je pense que ça n'arrivera pas. Donc, le côté point dynamics, en fait, ça marche. Je pense que ça marche pour assez peu d'assets. Ça marche pour l'or, ça marche pour Bitcoin, mais j'achète pas du tout pour tout le reste. Et donc, il y a beaucoup de tokens qui reposent sur oui, mais les gens vont vouloir acheter mon token parce que ça va, parce que il est cool, quoi. Typiquement du Doge, du PP, je sais pas. Ça peut être rigolo à faire, c'est pas un truc dans lequel j'investirais. C'est-à-dire que c'est plus for the lols, Xange quoi. n'investit pas dans PP, je comprends pas. Et Xange, je n'investis pas dans PP. Et pourtant, j'ai acheté du PP. Hein, j'ai du PP. Je trouve ça rigolo, mais tu vois, mais comme j'ai de l'art, Ouais. enfin, je sais pas, j'ai un verre à Molnar qui est cool, des hard blocks qui sont cool, j'ai un bordel. Et tout ça, pour moi, c'est pas de l'investissement. Dans le sens, c'est pas un investissement qui moi me plaît en tant que venture. C'est pas nécessairement quelque chose qui peut pas être une classe d'actifs. Hein. Il y a des gens comme Jean-Michel Paillon qui Je fait vais un fonds l'interviewer justement. Ah, super. prochainement. Donc, Bah, lui, typiquement, l'actif dans lequel il investit, c'est pas un actif productif. Tu peux pas dire que ouais. Pour le moment. l'art digital, non. Enfin, Non, en art digital pur, je veux dire. Enfin, si je bien regarde sûr. d'autres choses, il peut y avoir de. Ouais. Non, non, mais non, je veux dire, ce que Jean-Michel investit. Jean-Michel il investit que dans de l'art digital, de Ouais. l'art NFT. Et donc un Squiggle, ça te produira jamais ça va pas produire quelque chose. Il n'y a pas de flux d'argent qui va vers Squiggle. Par contre, le fait que ce soit quelque chose de rare, que ce soit quelque chose qui ait une valeur significative historique, c'est comme, enfin pour moi un Squiggle, c'est comme un Picasso, quoi. Il y a un truc qui restera dans le temps.
et qui devrait s'apprécier parce qu'il sera reconnu par de plus en plus de gens. Donc c'est pas nécessairement pas une classe d'actifs, c'est pas ce que je dis. Juste c'est pas ce qui m'intéresse moi en tant que venture capitaliste. C'est-à-dire que moi ce qui Ça fait pas m'intéresse en partie de tant votre qu'investisseur, thèse. notre thèse d'investissement et ce sur quoi on regarde nous c'est vraiment le token qui produit qui produit quelque chose économiquement et qui Des produit de la valeur. entreprises. Voilà. Mm. Voilà, comme des entreprises, mais organisées autour d'un token. Voilà. Et c'est ça le type de token dans lequel on investira. Ok. Et peut-être pour compléter, aujourd'hui, tu vois, on parlait de tokenomics. Pour parler peut-être un peu plus de distribution, il y a beaucoup de retail, donc de particuliers qui sont critiques sur le fait que oui, une équipe devrait pas avoir X% des jetons ou ce genre de choses. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce que par exemple, si tu te retrouves avec une team qui a genre, 50% des jetons, même si le projet est bon, t'investiras pas dedans? Enfin, comment tu perçois justement cette distribution des jetons et particulièrement pour l'équipe? Et peut-être juste pour compléter, en fait, on a un peu l'impression que des fois, il y a de la distribution de jetons dans c'est un marketing ou ci ou ça, et que c'est contrôlé par la même entité et que, in fine, ça retombe surtout sur l'équipe. Donc, c'est un peu une manière de cacher des jetons pour l'équipe, peut-être, je sais pas. Tout à fait. Donc, on en a parlé un peu sur l'equity. Le fait que les équipes soient bien incentivées, c'est important. Le fait qu'il n'y ait pas d'investisseurs qui soient trop puissants à la cap table est important aussi. Donc les taux d'emprise, c'est assez important. Et sur le token, c'est pas les mêmes niveaux qu'on va regarder, mais c'est aussi quelque chose qu'on regardera définitivement. Est-ce qu'il y a un investisseur qui a genre 50% de la cap table? Ça va nous poser un problème. Mais après, il y a des très beaux projets qui ont des cap tables un peu pourris comme ça, hein. Je sais plus ce que c'est, mais Polygon, je crois que c'est genre 30% des tokens, sont possédés par Binance, 30% des matiques. Pourtant, Polygon, c'est un super projet. Et c'est vrai, quand on a qu'un investisseur, ça te fait un peu peur quand t'as un acteur comme ça qui T'as possède une d'autres épée tokens. Damoclès au-dessus de ta tête. Voilà. Puis surtout un acteur euh, qui, qui est très très important sur les marchés, qui a la possibilité de liquider les tokens de manière un peu plus ou moins visible. Donc voilà, enfin, c'est des questions assez compliquées, quoi. Après, sur l'équipe. Alors l'équipe, faut qu'elle soit bien incentivée. Euh, faut faire gaffe à ce que, faut qu'elle soit bien incentivée déjà. Donc déjà, ça c'est un argument pour que elle ait une bonne part des tokens, important. Maintenant, là où il y a un côté, comment dire, différent avec le token, c'est que il n'y a pas que, comme tu disais, c'est un outil marketing aussi le token. C'est un outil de participation et de partage de la valeur. Et donc, il y a l'équipe fondatrice faut qu'elle soit incentivée, mais il faut aussi que les utilisateurs fondateurs, si tu veux, les premiers utilisateurs se sentent aussi incentivés à participer et à partager partager la valeur. Et donc, là où dans une startup, je pense que tu as moins ce problème, enfin, t'as pas ce problème, t'as pas ce problème sur le token, t'introduis ça. T'introduis le fait que si les fondateurs ont 50% des tokens, et que tu en as zéro pour la communauté, ta communauté va te dire, mais attendez, Parce on que se tu fait utilises avoir Uber, complètement. mais personne râle sur le fait qu'on touche pas, j'ai pas, une partie des revenus d'Uber ou quoi que ce soit Effectivement. en tant Mais qu'utilisateur. voilà. Mais le token, c'est un peu différent, hein. Oui, Le oui. token, c'est un peu différent parce que, en général, justement, c'est un outil de partage de la valeur et qui fait que tu inclus tes utilisateurs. Et donc, t'as d'un certain côté une protection pour que tu te fasses pas complètement dumper dessus par les fondateurs un jour qui juste vendent tout et fassent tomber le prix à zéro. Et ça, c'est plutôt un problème de liquidité hein, que de pourcentage. C'est pourquoi est-ce que tu veux que tes fondateurs aient que, je sais pas, 10 à 20% des tokens? C'est Juste à que peur qu'ils te donnent dessus. s'ils dumpent, mais c'est étant dit, même 10 ou 15% des tokens dumpés sur un marché, dire ça va faire très mal aussi, hein. Oui, C'est pas clairement. Voilà, la de toute majorité des façon, marchés, ça les envoie à zéro actuellement. voilà, effectivement. Mais donc tu veux quand même qui est enfin, tu veux à la fois que tes fondateurs soient incentivés, mais en plus, tu as ce côté un peu spécifique du token qui est que il faut que tes early participants, enfin, tes participants en réseau se sentent incentivés aussi à rester. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que tu gardes des grosses réserves et que tu les distribues de manière propre, hein. Effectivement, parfois, ça peut être, justement, si c'est pas bien fait, ça peut donner un peu l'impression que tout ça, ça va être balancé en Puis même farming par les les gens qui ont déjà du airdrops. token.
Puis les Oui. airdrops, moi j'ai l'impression qu'il y a énormément de copinage, en mode je dis à mon pote qui est market maker ou ci ou ça qu'on va faire un airdrop, c'est pas encore public, et puis je te retrouve à avoir des gens de la team qui font l'airdrop, et puis au final quasiment personne n'est au courant qu'il y a un airdrop, et au final c'est que des insiders ou une grande partie des insiders qui ont de l'airdrop parce que eux ils vont le former de manière optimale et professionnelle. Peut-être que je Ouais. suis en mode théorie du complot, mais Ah, mais je l'ai entendu plusieurs fois quand même, donc alors, je pense que c'est définitivement des pratiques qui existent, hein, mais et puis c'est des pratiques qui en plus sur le marché equity est moins faisable parce que tu as quand même des lois sur c'est régulé, ouais. enfin c'est régulé, et les lois sur comment ça s'appelle, l'insider trading sont quand même appliquées de manière assez stricte, alors que ça n'existe pas sur les tokens. Je pense qu'on va devoir, ne serait-ce que pour la réputation hein, des projets, les bons projets, c'est ceux qui justement appliquent des règles très strictes. Un exemple pour moi de truc qui a été super bien fait, c'est que je connais bien plusieurs personnes chez ENS, le monde Makoto et plein de monde là-bas. Euh, Ils ont gardé c'était un secret enfin c'était un secret mais super bien gardé, la méthode de calcul de l'airdrop. On s'attendait tous un peu à ce qu'il y ait un token qui sorte à un moment ou un autre, quoi. Mais alors le mode de calcul, jamais ils m'ont pipé. Et puis même à des dîners ou bien arrosés, les mecs ont jamais dit un mot. Ouais. Et donc et je pense que ce sera quelque chose qui définitivement il y a un risque aujourd'hui parce que bon bah on a encore beaucoup de pirates on va dire dans notre écosystème parce qu'on c'est jeune. Mais tu vois ce que je te disais tout au début sur le fait que le monde de la crypto et le monde réel est en train de se rapprocher et que donc on va devoir vachement enfin que la régulation va nous tomber dessus, qu'on va devoir cleaner tout ça. Je pense que on est obligé nous d'être proactifs sur ça, notamment sur le fond, parce que de toute façon ça va arriver. Il va falloir le faire et c'est pas que parce que la régulation est tombée dessus, c'est parce que aussi le grand public a besoin de ça pour arriver. Si le grand public se sent pas en sécurité, de toute façon il va dire attends moi je mets pas les pieds là-dedans. Je t'ai pris déjà beaucoup de temps, genre vraiment incroyable. Merci beaucoup pour tout ce Mais savoir. Peut-être une dernière question. Désolé, tu voulais parler. non, je disais juste que comme je te disais, il m'arrive d'être bavard, donc je sais aussi que j'ai. C'est un plaisir. Franchement, c'est un plaisir. Je me régale depuis tout à l'heure parce que, bah, comme d'habitude, je l'explique, hein, mais là, j'ai l'impression que c'est Noël avant l'heure, quoi. Plein de choses qui permettent de mieux comprendre l'écosystème, et puis, tu sais, c'est des choses, ces informations parfois ou des explications qui sont pas forcément très faciles d'accès. Donc, franchement, c'est top que tu prennes du temps un petit peu de ta part pour ça. Dernière question, et après j'arrête de t'embêter. Il y a beaucoup de projets qui publient pas nécessairement les prix de vente des jetons en seed, en pré-seed, en private rounds, etc. Ni parfois les noms de certains investisseurs. Comment Mhm. toi t'expliques cela et est-ce que pour toi ça devrait changer? Alors, oui, définitivement la transparence. Et d'ailleurs, c'est une vraie question pour nous, hein, même en tant que VC. On demande d'avoir une information complète sur les tours de financement, les ventes de tokens qui sont faits avant qu'on rentre et celles qui se feront après. Donc, ça fait partie des demandes et qui sont très importantes pour nous, notamment pour savoir avec qui on investit et qu'est-ce qui se passe plus tard, enfin, et d'avoir un droit de regard sur les ventes qui se font plus tard comme on peut l'avoir sur l'equity. C'est-à-dire que l'equity, quand il y a un tour de financement, il faut que tous les investisseurs historiques signent. Sur le token, on demande à avoir les mêmes contraintes. On les a pas toujours, hein, mais en général, on va éviter de faire un investissement si on n'a pas cette sécurité. Et je pense que ça devrait être disclosé au grand public aussi. Ouais. À mon avis, ça fait partie de la transparence qu'on devrait avoir. Sur les prix d'achat, enfin les prix de vente, oui. Enfin, je vois pas vraiment de raison pour laquelle on ne pourrait pas les annoncer non plus. Il y a une question aujourd'hui qui est qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas nécessairement les ventes. C'est-à-dire que je pense qu'un token, quand tu achètes un token loqué aujourd'hui sur tu vois, t'achètes, Un token loqué sur 3 ans et un token liquide n'ont pas la même valeur, quoi. voilà, exactement. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Le fait que c'est normal de payer, je sais pas, un dixième du prix du token qui aujourd'hui a fait, je sais pas, 10 000 balles, enfin, un token qui fait 10 000 balles de volume sur Uniswap que enfin, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de volume et qui a un prix de 1 dollar, je veux dire le vrai prix de marché du vrai prix liquide du marché en fait il est plutôt à 5 centimes quoi. Et si par exemple et si par dessus tu rajoutes du lock-up,
c'est-à-dire que tu vois, je devrais avoir un prix qui est 2-3 centimes, quoi. Donc, je pense que ça, c'est parfois les choses qui sont compliquées à comprendre. C'est le fait que tu peux avoir un prix affiché sur CoinGecko qui, en fait, est un prix qui n'a aucune réalité, quoi. Et donc ça, c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut être un peu réticent à partager les prix de vente Parce en que les gens privé, enfin, les comprennent ventes pas les privées. mécaniques d'investissement, quoi. Ouais, ouais, bien Et sûr. de liquidité, ouais. Et d'ailleurs, c'est surtout la liquidité, c'est-à-dire que les gens vraiment comprennent pas ce sujet, quoi. Encore une fois, un token qui a une valo de, je sais pas, de 100 millions de dollars, mais dont il y a 100 000 balles de volume par jour, c'est un token, et c'est un token qui ne vaut pas 100 millions de dollars. Il n'y a pas du tout, toi tu dis tu arrives avec, je sais pas, 1 million de tokens à vendre, je vais te dire, tu vas pas du tout les vendre tu vas pas Au vendre prix ça actuel. à 1 dollar Ouais, pièce. ouais. Enfin, au prix affiché sur, j'appelle même pas ça le prix actuel, c'est le prix de marché CoinGecko, quoi. Mais et ça entre nous, on a la même, enfin, on pense que ça existe que sur le token, mais ça existe aussi sur le côté peu liquide. C'est-à-dire que nous, on a ça aussi sur des boîtes qui sont entrées sur Euronext ou autres et qui ont 10 000 balles de volume par jour. Et ça existe, hein, des boîtes Et, matures qui sont cotées sur Euronext et 10 000 balles de volume par jour. Et dire quand il faut sortir ta position, c'est très compliqué. hmm. Peut-être que vous faites des partenariats parfois avec des market makers, etc., pour assurer des listings, que les marchés soient peut-être un peu plus liquides, ce genre de choses. Je pense que c'est un truc, peut-être que, en tout cas, que les gros projets ont 100%. Après, je sais pas si c'est à cette étape-là de la vie d'un projet, mais Alors, oui, définitivement, on aide hein, sur ces sujets. Ça étant dit, en général, les projets sont quand même très bons pour le faire par eux-mêmes. Mais oui, oui, on a des relations aussi avec des market makers, avec des exchanges, et on peut faire les intros. Encore une fois, je te dis très souvent, enfin, moi, je l'ai appris en tant qu'entrepreneur, tu vois, et je suis sûr qu'en tant qu'entrepreneur, ils trouvent aussi beaucoup de ils trouvent beaucoup de solutions. Ça étant dit, oui, oui, je sais à qui faire appel comme market maker si jamais il y a besoin. bon, écoute, merci énormément pour ton temps. Vraiment, mille merci pour ton temps et toutes ces connaissances partagées. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, si c'est pas déjà fait. Je pense que là, on a envoyé du lourd. Bah, en tout cas, surtout Luc a envoyé du lourd. Est-ce que tu as peut-être un petit mot de la fin ou des petites alphas, des petits insights, voilà, un petit mot de la fin pour les gens qui sont restés jusqu'au bout? Bah, on est en plein dans le bear market, c'est ça. Je pense que enfin, pour ceux qui s'en sont pas rendus compte, bah, le seul mot que j'ai pour vous, c'est continuer quoi. Rester là. Je l'ai vécu déjà une fois ou deux. C'est dur. Et en même temps, plus on avance dans le bear market, plus on s'approche du bull, hein. Et moi, j'ai vraiment enfin, j'ai aucun doute que la blockchain, la crypto n'est pas morte. Et je suis aussi aucun doute que c'est le temps que vous mettez là en ce moment, ça vaut beaucoup. Enfin, chaque minute ou chaque heure que vous passez sur la crypto en ce moment vaut beaucoup plus que les heures et les minutes qu'on met pendant le bull market. Le bull market, c'est un peu la folie, les trucs bougent dans tous les sens. Alors oui, il y a de l'argent qui se fait, et c'est aussi tout l'argent, la plupart de l'argent qui est fait pendant les bull market, en fait, il est préparé pendant les bears. Donc c'est le moment de s'éduquer. Moi, on m'a dit qu'il y avait plus de prochain cycle, donc je suis très surpris à t'entendre. Le Super Cycle, c'est ça? Non, non, c'est bon, je me suis fait avoir aussi, hein. Non, non. Non, alors, tiens, pour terminer sur les cycles, puisque tu me lances, il y a quand même un truc sur les cycles, c'est que je pense que les cycles crypto sont extrêmes. Mais ça étant dit, il y a des cycles dans toutes les industries. Le venture, il y a du cycle aussi, hein. Là, on est en plein dans un cycle, hein, venture. Il y a eu une grosse explosion en 2022, et puis là, 23-24, c'est dur. C'est Et parce que le ça cash coûte cher reviendra. aussi. Parce que ouais, ouais, mais parce que le cash coûte cher, parce qu'on a remonté les taux, parce on s'était un peu emporté, quoi. Et donc la Fed a essayé de redescendre un peu voilà l'emportement, l'envolée, et puis ils rebaisseront les taux quand on sera calmé et ça pourra repartir. Donc les cycles, il n'y a pas que la crypto qui vit avec des cycles, hein. Tout le monde vit avec des cycles. La question c'est est-ce que c'est des cycles où tu fais du moins 95%, ou est-ce que c'est des cycles où tu fais du moins 30-40% comme on a fait sur le Nasdaq l'année dernière. Hein. Ou même le S&P, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'au bout sur cette interview et on se retrouve très vite, c'était Picsou. Tchuss. Ciao, ciao.